Anthony, tu m'entends? Oui, Marc. Très peu, par contre. Très peu. Euh, Tu vas devoir parler fort. Ou sinon, c'est ouais, ou c'est peut-être que moi, hein. Est-ce que les autres, vous entendez bien quand Marc il parle? Non, J'ai. pareil. Est-ce que ça va mieux là ou pas? Non. Non. Toujours pas? Bon, je me suis Moi, je mis, l'entends bien. Non, t'as une meilleure oui, Marie. Ça doit être ça. Non, c'est bon, Marc, elle t'entend bien. Tu parles un tout petit peu plus fort et après, c'est bon. Bon, ok. Non, mais je profite qu'on soit pas très nombreux là pour l'instant, enfin pas très nombreux, c'est bien déjà qu'on soit aussi Ouais. nombreux. Je vois Brigitte Simon qui est parmi nous. Ouais. Bonjour Oui. Brigitte. Bonjour. Bonjour. Bon, on se connaît pas personnellement, mais ça me rappelle mon enfance en fait de te voir. Ah ouais, ça, c'est pas gentil. Non, non, non. Marc, c'est des compliments. Franchement, je me permets parce qu'on n'est pas très très loin en termes d'âge quand même, hein, malgré Non, tout. je pense pas, non. Je Mais suis un peu plus vieille, mais bon, c'est pas grave. En fait, je vais te rappeler quelques souvenirs lointains où tu avais gagné le championnat de France à l'époque à Toulouse. C'est Ah oui. sur les installations du Stade Toulousain. Ouais, très bon souvenir. Voilà. Et bien moi, j'étais ramasseur de balles à l'époque. Donc, je sais pas, tu devais avoir peut-être 20-25 ans et moi, je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans, quelque chose comme Alors, ça. c'était en 78, donc j'avais 22. C'est ça, voilà. Ben, moi, j'en avais une dizaine de moins, tu vois, bon, quelque chose comme ça, quoi. Comme quoi, hein. Voilà. Le monde est petit. Et quand je te vois apparaître, effectivement, j'ai tout un tas d'images qui me reviennent à l'esprit. Mhm. Ah, c'est Ouais, top. excusez-nous, hein. Non, mais c'est top. Ça fait un peu, Ça, ça c'est fait un top. peu dinosaure tout ça, mais bon. Ça fait un peu has-been, mais bon, ça fait du bien dans ces moments Ouais. un peu de. Non, mais c'est super bien. Au Exactement. contraire, moi j'adore. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, ben, Très sympa. tu vas attaquer Marc. Donc, moi, il y a, Sympa. parmi tous, il y a trois personnes que j'avais envie de faire intervenir. C'est donc toi, Marc, toi aussi, Brigitte, et David. Et Nolan quand il va débarquer. Mais non, pour l'instant, non. Et après, évidemment, chacun aura son mot à dire et ses questions à poser, évidemment. Et donc, je vous laisse vous présenter. Marc. Ah non, je laisse la place à Brigitte d'abord. Hein. Ah, ok, ça c'est top. Ça m'étonne pas Ouais. de toi. Ouais. C'est le Vas-y, privilège Brigitte. de l'âge, ou alors c'est parce que je suis une des seules femmes ce soir. Et il y a de plus en plus de femmes, c'est bien toujours aussi. très peu de C'est très, filles, très hein, bien. qu'en fait. Hein. Ouais. Donc, moi, je suis une ex-première joueuse de France, une ex-36e mondiale, une ex-entraîneuse. Je suis pas mal ex. Bon, ce qui m'intéresse ce soir, c'est le haut niveau, parce que bon, moi, ça m'a toujours interpellé, le haut niveau. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là, mais pas que. Parce que je trouve que ce que mon espace enseignant propose, je trouve que c'est plutôt sympa, et puis très adapté à la période qu'on vit. Donc, si on peut échanger entre nous pour pouvoir mieux rebondir après, bien tant mieux. Donc voilà, moi, ma vie, ça a été le tennis depuis toute petite. Hein, et c'était dans mon ADN. Aujourd'hui, je suis plus du tout sur le terrain. Je suis un peu éloignée de tout ce qui est proche du terrain. Je suis plutôt dans le coaching mental et dans la nutrition. Donc voilà, en gros, ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que la dimension mentale et la dimension nutrition, c'est ce qui me manque le plus au niveau sportif aujourd'hui, tout sport confondu, hein, mais dans le tennis particulièrement. Et donc voilà, moi c'est ce qui me porte aujourd'hui. Et puis le tennis, parce que forcément c'est mon ADN. Yes. Ok, parfait. Merci Brigitte. Marc, tu veux laisser ta place à David ou tu veux y aller? Vas-y, Marc, je t'en prie. Merci David, c'est le privilège de l'âge peut-être aussi. Non, pas du tout, non. Ok, donc moi en fait je suis entraîneur fédéral.
depuis, je ne sais plus, 5, 6, 7 ans peut-être. Avant, j'étais cadre technique départemental. Avant, j'étais enseignant de club. Et en fait, actuellement, je suis coach d'Hugo Gaston à plein temps depuis 2 ans. Sachant que Hugo, je l'ai connu quand il avait 5 ans et demi. Donc, j'ai participé de façon très active à sa formation initiale de l'âge de 6 ans à 13 ans, avant qu'il parte sur les pôles France, sur Poitiers, puis ensuite sur l'INSEP. Donc, il a fait 4 ans de pôle France. Et ensuite, il est revenu sur Toulouse suite au changement de politique fédérale. Et on a récupéré donc Hugo sur la Ligue Midi-Pyrénées à l'époque, maintenant en Ligue Occitanie. Et donc, nous avons collaboré à nouveau ensemble donc depuis maintenant 3 ans, 3 ans et demi. Et donc on a participé ensemble donc à sa dernière saison de junior sur le circuit où il termine numéro 2 mondial en gagnant les Jeux Olympiques de la jeunesse au passage. Et ensuite, donc première saison chez les seniors où il finit sa saison, il finit les 350, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, on a enchaîné sur une saison de challenger, etc. Voilà, qui s'est plutôt bien terminée. Et donc, actuellement, il est 220 ou 225e à l'ATP. Donc, on est sur le circuit. Enfin, on était. On y sera, je sais pas quand, mais c'est pas pour demain en tout cas, ni pour après-demain. Mais en tout cas, il était lancé sur le circuit pro avec une très belle expérience au mois de janvier où il a pu participer à l'Open d'Australie. Voilà, où il perd au premier tour, mais avec une très belle expérience. Bon, voilà un petit peu où on en est. Donc, l'histoire est plutôt sympa parce que c'est un joueur que j'ai connu tout petit. Donc, toute la phase de formation a été faite au sein de son club, au sein du département et de la ligue, avant de basculer sur les pôles France, ce qui lui a permis de continuer à progresser, à s'enrichir et à grandir. Et ensuite, un retour à la maison qui a pas été, qui a été simple comme ça. Après, avec le recul, qui a été simple, on peut dire que ça s'est effectivement très bien passé, mais ce n'était pas forcément évident ni pour lui ni pour moi. Mais au bout du compte, ça se passe plutôt bien et la collaboration est plutôt intéressante. Voilà, donc moi je suis un entraîneur qui ne suis pas issu du haut niveau parce que je n'ai pas été joueur de haut niveau. Mais par contre, je suis issu du club, des clubs, et ensuite, moi j'ai progressé ou en tout cas j'ai évolué dans ma profession à travers toutes mes expériences dans les clubs, dans les comités, dans les ligues. Voilà. Merci Marc. Et je fais un rappel à tout le monde. On a pu réaliser une super interview qui devait durer que quelques minutes, mais finalement qui a duré 1h30 avec Marc et Hugo, que j'ai coupé en 6 épisodes et que vous pouvez retrouver sur le site. D'accord ? Il y a 6 épisodes et en fait, on reprend toutes les étapes de formation qu'ils ont pu faire ensemble, qu'il a fait, que Hugo a pu faire ensemble Marc, voilà, et jusqu'à sa première saison sur le circuit. Voilà. Comme ça, vous pouvez le revoir. Donc, dernier invité intervenant, David, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Anthony pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous et de partager ce moment qui va être, j'en suis sûr, très enrichissant pour moi et pour nous tous. Donc voilà, donc je sais pas, oui, comme tout le monde le sait, je suis pas français mais belge. Donc ma langue Personne n'est parfait. Hein. Je sais, merci Brigitte. On fait ce qu'on peut. Bon, voilà. Donc, ancien joueur plus ou moins de haut niveau, 500 ATP et 11e belge. Je suis principalement dans le coaching de haut niveau. Donc, j'étais sur la WTA avec Alison Van Uitvein toute l'année 2018, qui a terminé à la 37e place mondiale. J'ai eu Tatiana Maria, la femme de Charles-Édouard Maria, que j'ai aidé en coaching en adjoint de Charlie. Sinon, dirigeant de notre club en Belgique sur Bruxelles avec ma femme Daphné, ancienne joueuse internationale qui a été 120 à la WTA.
dirigeant donc de cette école de tennis et du club en entièreté, et où je m'occupe principalement de l'organisation de tout ce qui est école de tennis, de tout ce qui est club membre. Et pour le moment, depuis début 2019, je m'occupe principalement de mon fils, Alessio, qui est 15 ans et qui joue sur le circuit ITF Junior mondial, qui est 500 aujourd'hui. Donc voilà, donc mon parcours n'a jamais été à la fédération. J'ai toujours travaillé en parallèle, on peut dire en collaboration assez éloignée, qui est, je pense, peut-être aussi un peu dans tous les pays un problème de fédération pour travailler en collaboration. Donc, on a du mal à faire ça chez nous en Belgique, en tout cas. Donc, c'est ce que j'entends chez la plupart des coachs à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, un peu partout. Donc, ce serait bien d'échanger avec vous aussi sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a moyen d'améliorer les choses par là également. Et puis, voilà, c'est un peu mon parcours. Et aujourd'hui, comme tous, on est dans l'attente de savoir quand on va repartir. Voilà. Ouais. Bon, parfait. Je te remercie, David. Je te remercie, Brigitte et Marc aussi pour votre introduction. Et je vais prendre une question qui m'a été posée. J'avais lancé un sondage. Je risque de renouveler cette expérience-là, de mettre des sondages sur les réseaux sociaux pour prendre des questions et ensuite les utiliser pour commencer les lives. Et je vais prendre une question qui a été posée et après, je vous laisserai libre d'en poser à votre tour, tout le monde. Donc, la question est de Clément. Il dit: qu'est-ce qui est important d'observer chez un joueur de haut niveau pour le faire progresser? C'est assez vague quand même, mais bon. Mais on va y arriver. On peut faire la soirée là-dessus. Ouais, on est d'accord. Donc, je pense que, évidemment, c'est un peu vague, mais c'est pas grave. C'est toujours une question qui est bonne à prendre et on peut quand même répondre à Clément, je pense, peut-être dans des grands traits, mais en tout cas, lui répondre. Qui c'est qui veut prendre la parole? Et après, chacun aussi, en plus d'intervenant, pourra donner son avis, évidemment. Hein. On vient absolument écouter et prendre que ça. Chacun a ses expériences, chacun sait ce qui peut être bien ou non. OK? Qui c'est qui veut prendre la parole sur cette question-là? Parmi les 3 premiers intervenants. Je peux me lancer si vous voulez. Ah, vas-y, Ouais, vas-y. Marc, Vas-y, David. Tu m'as laissé la place. Vas-y, je t'en prie. C'est trop bon. Ouais, non, mais c'est comme tu dis, Anthony, c'est assez vague. Il y a tellement de facteurs qui interviennent dans le fait de savoir si un joueur va être capable de progresser ou de devenir un très grand joueur, ce qui est de plus en plus difficile chez nous. Il faut aussi dissocier la partie. Est-ce que c'est une joueuse féminine, un joueur masculin? C'est tellement différent, tellement complexe. Moi, je pense à l'époque où nous sommes, quelque chose qui va être très important, c'est le mental et le physique, qui sont, à mon avis, très liés. Et après, voilà, la façon que le joueur a de s'adapter aux situations différentes, l'envie, la passion, le travail qu'il va effectuer. Donc, il y a tellement de points de discussion par rapport à ça que c'est pas évident de répondre très, très précisément. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Marc? Alors, pour aller dans le sens de David, que je rejoins complètement, je pense que ce qui est fondamental, c'est cette capacité à s'investir dans son projet et dans son tennis. Donc, ma réponse est également un petit peu vague, un petit peu générale, hein. Mais quand je parle de ça, c'est cette capacité à effectivement être passionné et à être volontaire dans sa pratique, à être en capacité de passer du temps sur le terrain, d'apprendre, la capacité également à apprendre rapidement. On voit très bien qu'au plus haut niveau, en tout cas là je parle pour les garçons, les filles, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas pour les garçons, cette capacité à se servir de ces expériences et de ces échecs et d'avancer rapidement grâce à tout ça, grâce à ces échecs et à ces expériences. Quand on perd du temps, les autres avancent et puis le joueur peut stagner. Donc l'idée, c'est de vraiment avancer à travers ces tournois, ces expériences. Donc oui, alors la partie mentale, effectivement, la partie physique, effectivement aussi, si on ne pas se blesser, être costaud, etc. Mais après, tout ça, ça peut progresser. Mais toute cette capacité
à s'entraîner fort, à s'entraîner dur. De toute façon, c'est la base, hein. Tout le monde s'entraîne fort et tout le monde s'entraîne dur. Donc, quand j'entends les joueurs dire après des succès, oui, je me suis entraîné très fort, certainement, mais de toute façon, c'est la base. Si tu t'entraînes pas très fort, de toute façon, tu n'y arrives pas. Et c'est pas parce que tu t'entraînes très fort que tu y arrives également. Donc, de toute façon, la base, c'est de t'entraîner très fort. Et ensuite, cette capacité également à rebondir émotionnellement en fonction des résultats. Et à ne pas se laisser emporter par les défaites ou par les victoires, que ce soit dans l'euphorie ou dans la détresse ou dans la tristesse. Quand les émotions sont trop fortes, alors là, c'est peut-être le domaine un petit peu plus de Brigitte, hein, qui va peut-être prendre la parole par rapport à ça, mais quand les émotions sont trop fortes, à chaque fois, c'est quand même extrêmement perturbant et traumatisant pour les joueurs. Et à force de recevoir des traumatismes, ça devient compliqué. Mais un joueur qui arrive à traverser sa carrière en rebondissant sur ses victoires et sur ses défaites sans avoir des émotions, un niveau émotionnel trop important à chaque fois, ça permet d'avancer. Et ça permet également de garder de la lucidité et de garder le cap et de garder ses objectifs, sans être envahi par un trop plein d'émotions. Bon, là aussi, c'est très vague hein, comme réponse, mais effectivement, la question est très vague. C'est multifactoriel de toute façon. Oui, s'il y avait une recette, ben, on l'appliquerait immédiatement. Malheureusement, il n'y a pas de recette. C'est que je dis que le haut niveau, en fait, c'est de l'artisanat, c'est-à-dire c'est vraiment du sur-mesure hein, pour le joueur ou la joueuse. C'est vraiment du sur-mesure. Alors après, on se sert de ces expériences, évidemment, hein, mais faire du copier-coller en se disant tiens, j'ai eu une bonne expérience, donc je vais refaire et je vais dupliquer sur un autre joueur ou une autre joueuse, ça, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Il faut en permanence faire du sur-mesure, être en capacité de se servir de son expérience, de son savoir, de ses compétences, mais à chaque fois l'adapter au joueur ou à la joueuse. Ok. C'est bien ce que tu dis, Marc, par rapport à ça. Je vois beaucoup d'institutions ou bien de coachs fédéraux qui demandent, par exemple, à 10 joueurs différents de tous faire la même chose. Et on oublie trop souvent, en effet, que c'est le coach, l'entraîneur, même dans le club, même à un niveau plus bas, qui doit absolument chercher des solutions pour s'adapter aux joueurs qu'il a en face. Donc, c'est bien que tu soulèves ce point, je pense, qui est assez important. Ce que j'aime bien de voir aussi chez un joueur ou une joueuse, c'est de savoir ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire comment elle a été, comment on dit, construite ou bien formée, comment elle a été formée à la base. Je pense que là, il y a beaucoup de travail à effectuer, beaucoup de travail à faire aussi au niveau des entraîneurs de club, des entraîneurs fédéraux, en leur expliquant que c'est tellement important la base que le joueur va recevoir pour savoir le niveau auquel il pourra arriver. Parce qu'il y a trop de joueurs qui visent, ou trop d'entraîneurs, ou trop peut-être d'académies qui regardent ou les parents, bien sûr, qui sont en faute, qui regardent trop sur le résultat en étant très jeunes. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très forts avec catégorie d'âge, moins de 12, moins de 14, voire moins de 16, voire moins de 18, mais qui ne dépasseront pas un certain niveau parce qu'ils ont tellement joué des tournois, tellement joué en compétition qu'ils n'ont pas développé des points importants pour le futur. Donc là, il faut aussi, je pense qu'il y a un travail à faire là en amont, j'ai envie de dire, de tout ça. Ok. Tu veux réagir, Brigitte? Parce que j'ai quelqu'un qui a posé une question, c'est-à-dire Benjamin, qui peut faire le lien avec ce que tu viens de dire, David, ou pas? Moi, je suis d'accord forcément avec Marc et avec David. Je pense que bon, on formate beaucoup trop les jeunes joueurs et qu'on ne tient pas assez compte de la personnalité de chacun et de leur degré de maturité. Parce qu'on est tous différents et les jeunes joueurs sont différents. Mais pour revenir à la question initiale, bon, il y a plein de paramètres qui font qu'un joueur ou une joueuse va devenir un joueur de haut niveau. Mais moi, je crois que la première chose, c'est son rêve. C'est son rêve. C'est le rêve du gamin. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Qu'est-ce qu'il a dans les tripes? Parce que c'est son rêve qui va nous amener à le faire travailler, à le faire monter en puissance, à lui faire plaisir, à ce qu'il prenne du plaisir dans l'apprentissage. Des fois pas, d'ailleurs. Des fois c'est douloureux. Mais la base, elle est là pour moi. C'est d'identifier chez le gamin ce qu'il a dans le vide.
Et après, on va pouvoir, en fonction de sa personnalité, de son environnement aussi, il y a les parents qui sont très importants, l'entraîneur, les instances fédérales. Bon, tout ça, ça va faire partie d'un environnement où il va falloir jouer avec. Mais la base, pour moi, c'est ça. Ok, parfait, Brigitte. Donc là, ça fait l'écho sur une question. Donc Benjamin, qui est présent, m'a posé la question, quelles sont, selon vous, en fonction de l'âge, les étapes indispensables dans la formation vers le haut niveau? Les petits les gars. Non, ça, c'est… Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de solution miracle, c'est de nouveau très personnalisé, mais Ouais. moi je pense que le plus important, c'est en catégorie d'âge, comme il dit, mais c'est la formation, c'est le développement technique, l'aspect mental, apprendre un joueur à aimer la souffrance, apprendre un joueur à rester les pieds sur terre, surtout avoir un bon encadrement. Parce qu'il y a trop de jeunes qu'on met tout de suite au-dessus en disant c'est le futur fédéraire, c'est le futur numéro 1 mondial. Et je pense qu'on en a cassé énormément comme ça. Donc, réussir à garder les jeunes les pieds sur terre et à leur faire comprendre que le plus important, c'est d'apprendre et pas la victoire, ce qui n'est pas facile. Surtout que les enfants, une fois qu'ils quittent le club ou qu'ils quittent l'académie, ils vont chez les parents. Donc, les parents, même s'ils ne le disent pas, mais ils sont très, très, très forts derrière et ils poussent, ils mettent de la pression sans peut-être le savoir ou ils demandent quand même des résultats par rapport à leur investissement financier, à leur investissement donc, de temps. Et c'est des choses qu'on n'a pas en main parfois, malheureusement, mais c'est pour ça qu'il y a peut-être un gros boulot à faire justement par rapport à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les parents sont incontournables et en même temps, il faut les éduquer en même temps que leurs enfants. Et ça, c'est pas évident parce que on parle de l'émotionnel chez le joueur ou la joueuse, mais l'émotionnel chez les parents, il est aussi très fort et très souvent négatif pour l'enfant. Donc, je pense qu'il y a un gros boulot au niveau, bon, on peut appeler ça du mental ou pas, mais au niveau de l'éducation des parents pour qu'ils aient le rôle juste par rapport à leur enfant. Je viens de prendre qui les pénalisent. Quoi. Ouais, je viens de prendre une info. Beaucoup de parents, même alors qu'ils ont les meilleures intentions du monde, pénalisent leur enfant par des comportements parfois et qui sont inadaptés. Donc, il y a un gros boulot à faire aussi là-dessus. Ok. Brigitte, si je peux reprendre par rapport à ce que tu as dit, qui est tout à fait juste. Quand tu parles qu'il faut éduquer les parents, donc c'est presque un coaching pour les parents, tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je pense que le problème se pose un peu plus loin. Les parents, on en a besoin, ils sont importants dans la carrière d'un joueur, surtout chez une fille encore plus que chez un garçon. Mais je pense que la faute, en tout cas chez nous en Belgique, après je ne sais pas comment ça se passe chez vous exactement, mais le problème chez nous en Belgique, c'est que tout ce qui est fédération mettent énormément de pression sur les enfants. C'est-à-dire que déjà la plus grande faute qu'on a depuis quelques années, c'est que tout est disponible sur Internet. Donc tous les joueurs vont regarder les résultats du prochain adversaire contre qui il a gagné, les résultats qu'il a fait. Est-ce que c'est un joueur de la Fédé? Est-ce qu'il a un badge fédéral ou pas? Ce qui fait que ça met énormément de pression sur le joueur. Mais en instaurant ce facteur de sélection fédérale, ça met vraiment beaucoup de pression, c'est-à-dire, mais pas seulement sur les enfants, mais aussi sur les parents qui deviennent un peu fous parce qu'ils veulent plus que leurs enfants deviennent un grand joueur, et ce qu'ils font qu'ils tombent dans le jeu de le pousser encore un peu plus dur, de dire, voilà, si je rentre à la fédération, ça veut dire que je suis un bon joueur, si j'y rentre pas, je ne suis pas un bon joueur. Automatiquement, dès qu'ils jouent contre un joueur fédéral, ils sont déjà stressés avant de monter sur le terrain. Ici, j'ai vu il y a maintenant un peu moins. Bon, j'ai eu la chance d'être en même temps coach, en même temps parent d'un joueur qui a un très bon niveau, où j'ai vu toutes les étapes avec lui dans les tournois en Belgique. À un moment donné, dans les catégories en dessous de 10 ans, il y avait 90% de joueurs et joueuses qui pleuraient sur le terrain et qui pleuraient à la sortie des terrains pendant les tournois.
Donc, c'était vraiment où j'ai essayé de parler plusieurs fois avec les dirigeants. Je leur ai expliqué, je lui ai dit, c'est pas possible. Essayez d'enlever ces tournois de sélection, essayez d'enlever ces classements. Ne mettez plus de classement aux jeunes jusqu'à un certain âge qui jouent tous l'un contre l'autre, voilà, que les résultats ne sont pas importants, même si on me dit après, oui, mais il faut que les enfants apprennent à gérer le stress. Je suis d'accord, mais je pense qu'on les met beaucoup trop tôt dans ce système de stress qui fait qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui craquent parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a peut-être un qui est une exception et qui est très fort mentalement à 9 ans, à 10 ans, 11 ans, mais la majorité des joueurs, ce qui est normal, n'ont pas cette façon de gérer le stress. Donc, je pense que le gros travail à faire avant de travailler sur les parents, c'est de travailler sur la fédération, sur le système de classement, sur le système de tournoi, de sélection, laisser les joueurs en club le plus longtemps possible, qui se développent avec l'entraîneur qui les a formés à la base. C'est lui qui le connaît le mieux. Donc, tant que ça fonctionne, laissez-le en club jusqu'à ce qu'il ait un niveau peut-être de 14, 15, 16 ans pour à ce moment-là les faire partir en internat ou en fédé. La carrière d'un joueur et d'une joueuse maintenant est tellement longue. Et on met déjà les enfants chez nous à 11 ans, à 12 ans en internat en centre fédéral. Ça veut dire que s'ils arrivent à un très haut niveau, ils vont passer plus de 15 ans, plus de 16 ou 17 ans dans un système de fou. Donc, je pense que le gros travail à faire, ça va être surtout par rapport au fédé, à mon avis, à la base. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Hein, la Fédé, enfin, nous en France, je pense que c'est comme en Belgique. Hein, on a exactement les mêmes travers, la même pression, etc. Mais je pense que les parents peuvent avoir un rôle tampon par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, de toute façon, il faut plein de paramètres en même temps pour que les choses pour qu'on arrive à faire prendre la mayonnaise. Donc, évidemment que le système français ou belge fait que nos enfants sont sous pression, ils sont formatés. S'ils ne sont pas pris là, ils sont nuls. S'ils sont pris là, ils sont des champions. Et s'ils sont jetés, alors ils ne valent plus rien du tout. Et on sait bien qu'il faut du temps pour faire un champion. Donc, et puis que chacun n'a pas la vitesse, n'a pas la même. Donc, et ça, on ne prend pas ça du tout en compte en France. Le rythme de chacun, etc. Donc, on en brûle de plus en plus. On en a brûlé, moi, à une époque. On en a brûlé à l'époque d'après. Et aujourd'hui, ça devient catastrophique, je pense. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une mayonnaise à essayer de faire prendre pour que tout le monde travaille en même sens. Parce que les instances fédérales, s'il n'y a pas d'entraîneur et s'il n'y a pas de parents qui se rebellent un peu et qui se font entendre, eh ben, le président de la fédération, nous, on a un président de fédération très, très autoritaire qui a des idées surtout et surtout des idées. Donc lui, il n'entend rien. Donc s'il n'y a pas des enseignants, des parents derrière qui font un peu qui sont un peu les rebelles du système, eh ben, on continuera toujours comme ça. Et on n'arrive à rien. Moi, je pense que c'est vraiment plusieurs prises de conscience mutuelles. Les parents, les coachs, les entraîneurs, certains dirigeants, parce qu'il y a certains dirigeants, il ne faut pas mettre les dirigeants tous dans le même panier. Il y en a qui sont à notre écoute et qui sont ouverts d'esprit. Mais je crois que vraiment, on a besoin de mutualiser une conscience collective et des envies, de faire mieux par rapport à ce qu'on observe, nous, depuis des années. Marc ? Anthony ? Ouais, vas-y. Ouais. Je peux ne pas. Je suis obligé de réagir si tu veux par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Non, parce que ça m'arrange, parce que sinon on va y passer 10 jours. Non, mais parce que vous ne voyez pas, mais il y a des questions que je vois qui arrivent pour moi en privé. Ouais. Et du coup, je veux les traiter, tu vois. Donc, si on ne traîne pas trop, c'est pas plus mal. Et en plus, j'ai appris que Gaëlle, qui est présente, Gaëlle est DES, et aussi très bonne joueuse française, dans le numéro 21. Donc, Gaëlle, bon à savoir. Okay. Alors, juste pour… alors, on n'est pas là pour faire le procès des uns et des autres, on est surtout là pour parler de formation du joueur. Ouais. Si ce n'est que actuellement, à la Fédé française, le modèle de formation a quand même bien évolué. À savoir que quand il y a des projets dans les provinces qui fonctionnent bien,
on ne les touche pas et justement, on les aide. On les aide grâce à des moyens financiers, mais pas que. Grâce à des moyens logistiques également, grâce à des moyens de communication, etc., etc. Ce qui veut dire que, autant à une époque, il y avait une filière fédérale, une seule, et on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, il y avait le club. Quand le gamin commençait à bien jouer en club, il était en ligue. Quand il commençait à bien jouer en ligue, il partait dans les pôles France et ainsi de suite. Et peu importe ce qui se passait à travers cette formation, c'est-à-dire les relations qu'il pouvait avoir avec un coach, etc. Actuellement, ça ne se passe plus comme ça. À savoir qu'il y a des entraîneurs qui sont dans les régions. Hein. Alors, dans les régions, ça peut être des entraîneurs de clubs, des entraîneurs départementaux ou régionaux, peu importe. Et à partir du moment où un projet fonctionne bien et qu'un entraîneur arrive à se mettre à disposition, et ça, c'est pas gagné, hein, parce que ça demande beaucoup de temps que de former un joueur de haut niveau avec les déplacements, les temps d'entraînement, les temps de déplacement, etc. Mais quand ces paramètres-là sont réunis et que le joueur ou la joueuse progresse, la fédération est là en tant que soutien. Et non pas, ça joue bien, donc je te le ponctionne et je l'amène dans un centre de haut niveau pour l'entraîner. Donc ça, c'était l'ancienne formule. Maintenant, ça a bien évolué. Et nous, sur l'Occitanie, bon, moi j'en suis, alors même si je suis un cadre fédéral, hein, mais à l'époque, jamais j'aurais pu imaginer un parcours pareil avec Hugo, parce qu'un profil comme Hugo aurait été immédiatement CNE, intégré au CNE, sans qu'il y ait de discussion possible. Là, à partir du moment où en région, on arrive à faire du bon boulot et on arrive à faire progresser les choses, la fédération est là en soutien et pas là pour casser ou faire. Donc ça, c'est une première chose. Et ça se voit également avec des entraîneurs, alors que l'on dit dans le privé. Bon, j'aime pas trop ça parce que finalement, j'ai l'impression que quand même tout le monde bosse pour la même chose, à savoir le tennis. Hein. Mais bon, des entraîneurs privés également ont cette capacité-là donc à mener à bien un projet de haut niveau. J'ai des exemples en tête d'entraîneurs qui tournent sur les circuits avec de jeunes joueurs voilà. Et la fédération est aussi là pour soutenir ces projets qui fonctionnent bien. Donc, il y a quand même une évolution et là aussi, cette capacité à s'adapter à chaque type d'organisation, à chaque type de profil de joueur. Voilà. Donc, il y a beaucoup moins de rigidité qu'il pouvait y en avoir par le passé. Okay. Voilà. Donc, la Belgique, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, je ne me permettrai pas voilà, de porter de jugement. Mais par contre, en France, je peux vous dire voilà, que les choses ont bien évolué et qu'un entraîneur de club, dans l'absolu, un entraîneur de club, s'il a un joueur de bon niveau, qu'il arrive à se dégager du temps, qu'il s'investit beaucoup, qu'il a des compétences, qu'il a de l'envie, qu'il a un vrai projet, etc., a la capacité de prolonger donc, son parcours avec son joueur. Donc, du coup, j'avais vu. Excuse-moi, Anthony, pardon. Dernière chose. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis complètement d'accord avec Brigitte et David sur le fait qu'il faut former les parents, etc. Parce que de toute façon, les parents font partie du projet. Ça, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'eux. Donc, ça c'est une évidence. Par contre, je suis pas très optimiste par rapport à notre capacité à former les parents. Et ça, je m'appuie un peu sur l'expérience que je peux en avoir, malgré tout un tas d'énergie, en fait, toute l'énergie qu'on peut mettre dans la formation des parents en essayant de faire passer des messages auprès des parents, notamment sur la notion de résultat. Hein, effectivement, quand ils sont petits, les résultats, on gagne, on perd. Finalement, ce n'est pas très important. Bon. Mais cette capacité à former les parents et à les faire changer dans leur façon de se comporter, leur façon de penser, etc. Bon, malheureusement, mais ça n'engage que moi une fois de plus, je suis assez pessimiste là-dessus et j'ai l'impression que c'est beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat qui est extrêmement faible. Bon, voilà. Donc, il faut aussi avoir la chance. Je pense que quand on a un joueur qui joue bien avec tous les paramètres, bon, moi actuellement, c'est vrai que ça se passe plutôt bien avec Hugo et depuis pas mal de temps, puisque je dis, je l'ai connu, il avait 6 ans, il en a maintenant 19. Ça se passe plutôt bien et forcément avec les parents, ça se passe bien. Mais une fois de plus, je suis très prudent parce que le haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement instable et qu'à tout moment, ça peut aussi
ça peut aussi bouger. Hein. Je suis très prudent et très humble par rapport à ça. Hein. Mais effectivement, pour l'instant, on fonctionne main dans la main, on avance, parce que les choses se sont faites un peu naturellement, qu'il y a une espèce de confiance réciproque qui s'est installée. Mais j'ai l'impression que ça fait partie quand même d'un peu des exceptions, parce que c'est pas simple. J'ai eu bien sûr d'autres expériences avec d'autres joueurs où ça s'est passé beaucoup moins bien, que ce soit avec le joueur ou avec les parents, évidemment. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très On n'a pas dit compliqué que c'était de former simple. les Hein. gens. On n'a pas Non, dit non, que non, c'était- mais non seulement c'est très compliqué, mais si c'était compliqué et qu'ensuite il y avait des résultats, je dirais ça vaut le coup. Alors, je dis pas que ça vaut pas le coup, qu'il faut Ouais, pas le mais je faire. pense Mais, on n'a pas de recul, trop de recul par rapport à ça. Parce que les parents, on les a, dans un premier temps, exclus des projets parce qu'on disait les parents sont nocifs, machin, etc. Donc, on veut pas les avoir dans un projet professionnel avec un enfant qui a du potentiel. Puis après, on s'est rendu compte, comme tu l'as dit, Marc, que les parents sont incontournables. C'est les premiers coachs des enfants. Ils sont avec c'est les parents qui les emmènent partout. C'est les parents. Ils sont avec le père, la mère, tout le temps, etc. Donc, on n'a pas de mode d'emploi. On n'a pas. Alors, il n'y a pas un mode d'emploi idéal, mais on a très peu de recul par rapport à ça. Parce que notre comment dire, notre participation avec le rôle de parent, c'est une prise de conscience qui est très récente. Et pendant des années, on les a mis sur le côté pour pas qu'il y ait d'interférence, justement, parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas simple, tu as raison de le dire. C'est beaucoup d'énergie, tu as raison de le dire aussi, mais ça vaut le coup de s'y pencher parce que moi, je pense que c'est un paramètre important de la performance du jeune sportif ou de la jeune sportive qui a envie de réussir, etc. Donc, ce paramètre, il n'est même pas important, il est indispensable. donc Indispensable. comment on fait? Donc, j'ai 2 questions en attente. Donc, s'il y en a qui ont des questions à poser pour l'instant, gardez-les en tête, ne me les écrivez pas. Et ensuite, on va traiter ces 2 questions. Et j'ai 3 personnes qui ont levé la main, donc à savoir Pierre, et Marie et Olivier. OK? Donc, Pierre, attaque avec ta question, s'il te plaît. Oui, donc je vais rejoindre ce que disait un peu Brigitte. Moi, je suis entraîneur, mais je suis aussi père d'une jeune fille qui joue très bien, qui a 10 ans. Et je suis confronté à ce que vous dites, mais aujourd'hui, sans les parents, on n'a pas d'enfant à entraîner. Donc, moi, j'ai le sentiment que depuis qu'elle est rentrée un peu dans le giron régional, dans la détection régionale, que il y a beaucoup de réunions pour éduquer les parents et peut-être un peu trop. Alors moi, je suis joueur de tennis entraîneur, je le prends peut-être moins bien que d'autres, mais je trouve que les parents, on risque d'en perdre certains à trop vouloir aussi leur faire la leçon, comme j'ai le sentiment que ça se passe un peu aujourd'hui. Ma question n'était pas du tout sur ça, elle était en complément de ce que vous racontiez sur l'accès au niveau, c'est-à-dire que moi je me pose la question de comment favoriser le développement de l'autonomie chez le très jeune joueur, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, quand il va commencer à bien jouer, on va l'entraîner, on va lui mettre cette pression à force de volume d'entraînement qui est de plus en plus lourd, et je trouve que le jeune joueur n'a pas assez de recul. En tout cas, on ne le laisse pas assez autonome. Il enchaîne les cours, les face-à-face pédagogiques en individuel avec son entraîneur. Il enchaîne les séances. Qu'est-ce que vous, entraîneur de haut niveau, vous préconisez en matière de développement de l'autonomie, justement? Moi, personnellement, si je peux commencer, Oui. Quand tu parles de volume d'entraînement, c'est un point qui est pour moi très important. Donc, moi, je ne parlerai pas de volume, mais plutôt de qualité d'entraînement. Quand on voit des jeunes de 10 ans ou de 11 ans ou de 12 ans qui s'entraînent des 20 heures à 22 heures par semaine, je me dis comment est-ce qu'ils vont continuer à progresser ou alors à évoluer dans
dans cette quantité d'entraînement, puisqu'on dit toujours qu'il faut plus on monte ou plus il faut s'entraîner. Donc là, je pense qu'il y a une erreur là-bas aussi qui est énorme, en tout cas chez nous. Je parle de nouveau pour la Belgique, pas pour vous, parce que je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais on demande, par exemple, des critères très, très, très bien définis sur leur plan, en disant voilà, jeune de cet âge-là, de 10 ans, de 11 ans, doit s'entraîner autant d'heures de tennis, faire autant d'heures d'entraînement physique et faire autant d'heures d'un autre sport. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on regarde, c'est une masse de sport ou d'entraînement qui est énorme déjà à un âge très bas. Donc, il y a deux solutions. Donc, à ce moment-là, soit le joueur va se blesser à un moment donné à un jeune âge, ou alors il va être dégoûté tout simplement de pratiquer son sport. Donc là, il y a quand même un travail à faire, surtout de qualité d'entraînement plutôt que de quantité d'entraînement. Là, je pense que c'est important, surtout pour ta fille, je pense, c'est une fille de 10 ans qui joue bien. Il faut faire attention de ne pas la brûler trop vite. Je pense que ça pourrait être très important. Et dans ce qui est le développement de l'autonomie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais peut-être prendre la parole simplement pour aller dans le sens de David. Alors, 100% d'accord avec lui par rapport à ça. Vraiment, à savoir que déjà, je suis un peu perturbé quand on parle d'entraînement pour des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Parce que l'entraînement, ça demande effectivement du volume, de l'intensité, de l'engagement, etc. Donc, quand on parle de volume, intensité, engagement à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça m'inquiète un peu. Pour les mêmes raisons que celles que David a évoquées, à savoir qu'une carrière, elle est courte, mais elle est longue à la fois. Et que quand il va falloir véritablement s'entraîner, à savoir mettre des doses. Des doses, c'est des journées, tout compris, de 7 heures, 7-8 heures, à savoir de l'entraînement physique, tennis, de la récup. Ce sont de vraies journées de travail, de vraies journées d'entraînement. Donc, quand on arrive à ce moment-là et que pendant des années déjà, on a fait des 20 heures d'entraînement, on n'a plus rien dans le réservoir. On n'a plus rien dans le réservoir, on n'a plus de fraîcheur. Et au bout du compte, effectivement, soit ça peut casser physiquement, soit ça peut casser psychologiquement. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Je dirais que dans une première phase, le plus important, c'est de former un sportif avant tout. Alors, un sportif spécialiste, spécialiste du tennis, évidemment, mais avant tout, former un sportif. Alors, en mettant, David l'a évoqué également, en mettant tout un tas d'activités sportives différentes. Savoir courir, savoir sauter, savoir jouer avec un ballon, savoir glisser, savoir faire tout un tas de choses. Quand je vois que des enfants de 10 ans, on ne les amène pas au ski de peur qu'ils se blessent, ça me choque, quoi. Je me dis, mais allons-y, quoi. Et puis, s'il se blesse, ce n'est pas grave. S'il se fait une petite entorse quelque part, ce n'est pas un problème. S'il est arrêté pendant 2-3 mois, ce n'est pas un souci. Mais le gain qu'il aura eu en faisant du ski par rapport à l'équilibre, par rapport enfin, tout un tas de… Enfin, je parle du ski, par exemple, mais on peut parler de tout un tas d'autres activités. Bon, peu importe, mais c'est super important. Donc, dans un premier temps, formons des sportifs spécialisés du tennis, évidemment, mais ça me paraît essentiel parce que, une fois de plus, quand je vois les doses que les gars doivent s'infliger pratiquement, enfin s'infliger, le terme est un petit peu fort, c'est un peu barbare, mais s'infliger pour être dans le haut niveau, là par contre, tu as intérêt à avoir encore un peu de fraîcheur, voire à assumer tout ça. C'est une évidence. Après, je voulais dire autre chose, mais finalement, je me suis perdu dans mes pensées. Là. Non, alors, on parle d'autonomie. Je suis l'autonomie, c'est ça. Ouais. Je suis entraîneur, mais je n'entraîne pas ma fille par choix de ne pas avoir cette double casquette. Voilà, oui. À le préciser. Donc. Mais c'était pour avoir un regard sur, parce que moi j'ai l'impression que c'est pas forcément lui rendre service ou rendre service à des jeunes enfants d'avoir ce volume-là de jeu ou d'activité où j'ai l'impression des fois qu'ils sont jeunes et qu'on peut les perdre aussi parce qu'on ne les rend pas autonomes. Après, je vois passer effectivement des documents sur les volumes préconisés pour tel âge et tel âge. Bon, déjà, c'est extrêmement aléatoire parce qu'en fonction des personnalités, certains vont pouvoir peut-être l'assumer et d'autres pas du tout. Donc là aussi, c'est sur mesure qu'il faut avoir. Donc les préconisations, il faut les prendre vraiment avec des pincettes.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant l'autonomie, j'ai envie de te dire que ça va se faire de façon très progressive, hein. Avec Hugo, on est encore en train de travailler sur l'autonomie, hein. Et Dieu sait que, voilà, on a l'impression qu'un joueur, il a 19 ans, il est sur le circuit, il est 200e mondial, il a fait déjà quelques beaux tournois, et que de ce côté-là, on n'a plus rien à travailler, alors que c'est pas vrai. On a encore plein de choses à développer, tu vois, avec Hugo, dans le secteur de l'autonomie. Donc, à l'âge de 10 ans, t'imagines bien le travail qui doit être mené par rapport à ça. Mais de notre côté, il faut prendre du temps, et tout ne va pas être réglé en très peu de temps, et ça va prendre du temps. Il faut être patient, il faut travailler sur du long terme. Et quand tu vois les choses progressivement avancer, ben, c'est plutôt bon signe. Alors après, il ne faut pas non plus trop se comparer aux autres. Il faut avoir une vision, évidemment. Il ne faut pas avoir faut pas être aveugle, si tu veux, par rapport à ce qui se passe à côté, mais ne pas non plus trop se laisser influencer par ce qui se passe à droite à gauche, parce qu'une fois de plus, chacun a son rythme, et chacun va progresser à sa propre vitesse. Et si je peux, par rapport à l'autonomie, rajouter quelque chose, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Pour rendre un joueur un peu plus autonome, comme tu disais, le nombre d'heures qu'il passe sur le terrain avec l'entraîneur, que ce soit en privé, que ce soit en groupe, est énorme. Donc je pense que ce qui manque par rapport à notre époque à nous, même c'est pas il y a très longtemps en me concernant, mais je sais qu'à l'âge de 13 ans ou de 14 ans, je pense que je devais avoir 1 heure ou 2 heures d'entraînement par semaine. La première chose, c'est que les parents n'avaient pas d'argent, mais deuxième chose, c'est qu'on n'avait pas trop le choix. Donc il y avait 1 heure ou 2 heures d'entraînement par semaine, et le reste du temps, on devait s'organiser pour aller jouer avec des copains, et on se débrouillait tout seul à faire des exercices ensemble. Et je pense que ça manque aussi pas mal de nos jours, que les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus jouer entre les entraînements. Donc ce sont devenus des robots. C'est le gros problème aujourd'hui, hein, Je suis totalement d'accord avec depuis toi. longtemps, hein. Ouais. Les gamins, ils sont assistés, et s'ils ne sont pas encadrés au niveau entraînement, ils ne jouent pas. Voilà, exactement. Mais peut-être parce qu'on a par une dose d'entraînement chez les très jeunes, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc et David ont dit, on a une charge d'entraînement beaucoup trop grande chez les plus jeunes, et on n'a plus de disponibilité physique et psychologique pour avoir des charges de travail quand il faut avoir les charges de travail un peu plus tard. Donc ça, c'est une évidence, et je crois qu'on l'a en Belgique comme en France, ce problème-là. Et c'est vrai que moi, j'ai été entraîneur pendant 20 ans dans les clubs. Bon, les gamins, au début de ma carrière, ils jouaient entre eux, et au milieu de ma carrière d'entraîneur, ils jouaient plus entre eux. S'il n'y avait pas l'entraînement, tu n'avais pas un gamin sur le terrain. Non. Donc alors c'est vrai qu'à notre époque, on n'avait pas le choix, donc on se rendait autonome, parce que si on avait envie de jouer, il fallait qu'on trouve des moyens de jouer. Mais aujourd'hui, un parent, par exemple, si son gamin n'est pas entraîné, s'il n'est pas dirigé à l'entraînement, il ne va pas forcer son gamin à aller jouer tout seul, avec des copains. Et moi, c'est vachement important, parce que quand il n'y a pas l'œil du père, ou quand il n'y a pas l'œil des parents, ou quand il n'y a pas l'œil du coach, le gamin, il a un comportement différent sur le terrain. Il laisse beaucoup plus aller son naturel. Il n'a pas l'œil de Moscou derrière. Il s'en fout si parfois il fait une faute, etc. Il faudrait pouvoir redonner cette dimension-là où les gamins jouent entre eux pour le plaisir, et où ils déconnent sur le terrain, ils font n'importe quoi, on s'en fout. Alors, 100% d'accord avec ça. C'est la fameuse pratique non contrainte, hein, qui n'est pas assurée, en fait. Et quand on voit un petit peu toutes les expériences, quand les anciens sportifs, pas que dans le tennis, quand les anciens sportifs racontent leur apprentissage, ils disent tous que ils jouaient en bas de leur immeuble, ils jouaient avec des copains, qu'on allait sur un cours de tennis, on jouait avec des copains, etc., etc.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai évolué aussi dans ma façon de penser. Alors, moi, voilà, je suis formé à l'école fédérale française, etc., où on nous expliquait que l'essentiel, c'était la technique. Donc, il fallait que les jeunes joueurs soient très propres techniquement avant véritablement de pouvoir performer. Et moi, j'en suis revenu en fin de ça. Et on nous disait à une époque que si techniquement on n'était pas en place à l'âge de 13-14 ans, ben les choses étaient un petit peu figées et gravées dans le marbre et qu'on ne pouvait plus bouger techniquement. Alors qu'on se rend compte que c'est complètement faux et que la technique évolue en permanence et on peut la travailler en permanence. Et maintenant, j'ai une approche un petit peu inverse en me disant que ce qui est le plus important, c'est le jeu. Et à travers le jeu, on va y intégrer des éléments techniques. Parce qu'au moins, travailler techniquement, ça fait sens. Quand on fait du travail technique pour de la technique, ça n'a pas de sens. Parce qu'un joueur, il va adhérer à un changement de prise ou à un changement de geste à partir du moment où il va se sentir en difficulté et face à un obstacle qu'il ne va pas pouvoir franchir. Et le changement de prise ou le changement technique va faire en sorte que cet obstacle-là, il va pouvoir le passer. Et là, ça fait sens au joueur. Et là, il va y avoir de la motivation pour changer, pour faire évoluer sa technique. Quand on demande techniquement de changer quelque chose alors qu'il n'y a pas de sens sur le plan de la pratique, vous n'allez pas obtenir de l'adhésion du joueur. Ou alors, il va falloir avoir une démarche extrêmement autoritaire et très forte. Bon, ce que moi, je ne préconise pas vraiment, parce que je trouve que ça, c'est un travail sur du court terme. Sur du long terme, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est toujours partir du jeu pour former les joueurs techniquement. Et ensuite, la technique va évoluer au fil du temps et au fil du niveau auquel les joueurs vont être confrontés. Voilà en tout cas ma façon de faire. C'est quelque chose qui a évolué. Je ne pensais pas ça il y a peut-être 10-15 ans de ça. Mais c'est quelque chose maintenant sur lequel je suis assez convaincu. Et puis en plus, il y a un paramètre important, c'est que chez un jeune joueur, il faut lui laisser exprimer son potentiel naturel. Oui. Et on va bâtir aussi la technique par rapport à son naturel. Alors que si on est dans un cadre très technique de formatage, comme on a fait pendant des années, ben, le naturel de l'enfant ne peut pas. Et on voit bien les joueurs aujourd'hui, les joueurs de haut niveau, hein, ils ont tous des techniques différentes, ils ont des bases, ils ont des fondamentaux, mais il n'y a pas un joueur qui ressemble à l'autre. Donc, laissons-les s'exprimer un peu plus quand ils sont jeunes, et puis après, on va pouvoir les faire évoluer techniquement, comme tu dis, Marc. Sinon, ça n'a pas de sens. Ils vont pas trouver du sens à leur évolution technique. Marie, c'était quoi ta question tout à l'heure? Je te disais en commentaire que je pense que j'ai eu beaucoup de réponses et puis ça s'adressait pas forcément. Tout ça. Tu m'entends pas? Si, c'est bon. Oui, du coup, on a répondu. Oui, du coup, ouais, vous avez largement répondu. Et après, j'avais moi une petite interrogation, mais du coup, je suis pas vraiment dans du haut niveau, mais j'ai quelques joueurs, notamment 2 joueurs en préparation mentale. Et le gros problème qui ressort, encore une fois, c'est donc les parents, la difficulté à gérer le comportement des parents qui affecte grandement la performance des enfants. Mais le problème, c'est que à la Ligue, là, ce qu'ils nous disent, c'est que si les parents ou si l'environnement ne correspond pas à un parcours de haut niveau, on n'amènera pas l'enfant à haut niveau. Donc ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que à partir du moment où l'environnement autour n'est pas satisfaisant pour atteindre les critères de haut niveau, est-ce qu'on laisse tomber ou est-ce qu'il faut quand même essayer de changer quelque chose, soit chez les parents, sur la façon d'amener les choses aux parents, je ne sais pas trop. C'était une interrogation que j'avais, si vous avez des réponses. Ça vaut le coup d'essayer quand même. Ouais. Il y aura vraiment des parents qui seront obtus et qui évolueront pas. Mais bon, c'est ce que je disais moi au début, c'est que faire évoluer les parents, ça fait partie du projet. Donc et comme disait Marc, hein, c'est beaucoup d'énergie. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et que c'est très compliqué et qu'on n'y arrivera jamais. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est vrai que sans les parents, sans l'environnement, un environnement favorable, le haut niveau, c'est compliqué. Moi, si je prends ma génération, on n'avait pas de problème avec les parents. Les parents, ils s'en foutaient complètement. Donc,
Donc, on n'avait pas ce problème-là. En même temps, on en avait d'autres problèmes, mais on n'avait pas ce problème parce que les parents, ils n'étaient pas investis. Ils n'avaient pas tous un Roger Federer ou une Serena Williams potentiellement dans leur famille. Donc, on était beaucoup plus détendus. Aujourd'hui, c'est un paramètre qui est vraiment capital. On ne peut pas faire sans les parents et en même temps, il faut que les parents soient ouverts à entendre un discours qui va être pas forcément facile pour eux à entendre. Mais bon, moi, je reste persuadé que ça passe par là et que ça vaut le coup de s'y investir. Hein. Sans forcément les inclure du coup dans ce qu'on fait avec les enfants, sans forcément les lancer, avoir un développement avec eux à part. C'est un peu les deux, quoi. Mais bon, quand je vois les parents qui sont tout le temps là aux entraînements des enfants en permanence, oui, voilà. etc., bon, ça n'a pas de sens. En sachant que le gamin, quand les parents sont là, il a un comportement différent aussi. Donc, il y a tout un process à avoir. Il n'y a pas de méthode miracle, mais pour moi, ça passe vraiment par là. On est obligé. Sinon, ça vaut le coup d'essayer. Sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, il y a beaucoup de gamins qui ne passeront pas. On voit bien des fois, même au niveau, hein, les rapports qu'il y a entre les parents et les joueurs ou les joueuses, enfin, surtout les joueuses de haut niveau. C'est compliqué, c'est complexe, etc. Donc il faut. Les parents sont incontournables du projet. Si un parent n'est pas investi, bon, par contre, il faut qu'il s'investisse d'une manière le plus juste possible, même si on sait que c'est pas facile pour un parent. Moi, mes enfants ont fait du sport aussi. J'ai parfois eu des comportements un peu excessifs. Bon, j'ai appris comme tout le monde, hein, parce que être entraîneur, être parent, c'est différent. Donc, quand on a son gamin, c'est pas pareil. Donc, faut apprendre et faut faire évoluer les choses. Et je pense que notre rôle, un de nos rôles, c'est ça. Enfin, un des rôles des entraîneurs aujourd'hui, c'est vraiment d'être présent par rapport à cela d'une manière très, très cool, hein, très pédagogique. Et puis, bon, il y en a qui entendront, puis il y en a, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Le tennis, c'est la vraie vie. Hein. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Ouais. Oui, c'est super. Et donc, non, mais merci. Bon, oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment incontournable aujourd'hui. Donc, il faut y aller. Il faut trouver les clés. Et puis, des fois, ça marchera. Puis, des fois, ça ne marchera pas. Et puis, tant pis si ça ne marche pas. Mais je pense qu'il faut avoir cette volonté-là. Oui, mais merci pour ta réponse parce que où je travaille là dans le département, c'est un peu, ils ont une vision très stricte sur ça. C'est les parents sont trop investis, on laisse tomber même si le joueur a potentiellement un bon niveau. Bon, quand c'est jeune, c'est difficile à dire, mais du coup, c'est pour ça, moi, je ne savais pas trop comment me placer, mais ça donne quand même des éléments de réflexion. Alors, si je peux rajouter 2-3 choses. Bon, déjà le haut niveau, c'est de l'inconfort en permanence. Hein. Alors, quand je parle de ça, ça veut dire que effectivement, le travail avec les parents, c'est une évidence. Après, il ne faut pas que ça prenne non plus 80% du temps, parce que 80% du temps doit être consacré aux joueurs et pas aux parents, parce que si la balance s'inverse, là, c'est plus possible. Hein. Donc, ouais, c'est de l'inconfort, c'est-à-dire que effectivement, si on ne veut pas s'embêter, on prend des parents qui sont tranquilles, qui amènent des gamins, comme disait dans le chat Pierre, je crois, qui disait ben voilà, on amène les enfants, on les dépose sur le terrain et puis on les reprend et puis on n'a rien à dire. Donc ça, effectivement, si on ne veut pas s'embêter, on fait ça et on sélectionne entre guillemets les parents par leur docilité. Mais le haut niveau, c'est pas quelque chose de docile, c'est pas la facilité. Donc c'est pas parce qu'on a affaire à des personnalités un petit peu fortes qui vous amènent dans des situations un petit peu inconfortables qu'il faut baisser les bras. Donc ça, c'est le premier truc que j'avais à dire. Le deuxième truc, c'est qu'il y a 2 choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher avec les parents, me semble-t-il. Hein. C'est la relation au résultat.
Ça, effectivement, si la relation au résultat prend trop de place et si les parents n'arrivent pas à prendre conscience que le résultat n'est que quelque chose d'éphémère et un peu virtuel, parce que le résultat, ça va, ça vient. Hein. Une semaine on gagne et l'autre semaine on perd. Ça, c'est une chose. Donc, la relation au résultat. Et la deuxième chose, c'est garder le cap. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs et quelles que soient les circonstances, on garde le cap et on met les actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Si en permanence on est en train de changer, parce que le résultat nous influence dans notre mode de fonctionnement, là, c'est juste pas possible. Si par terre, on change quelque chose, alors je change d'entraîneur, ou je change de raquette, ou je change de quelque chose, ou quand je gagne, même chose, c'est juste pas possible. Il faut être très performant, enfin très vigilant par rapport à la relation au résultat, et puis on garde le cap. Pour appuyer un petit peu mon discours, durant les 2 ou 3 saisons là, qu'on a passé, les 2 ou 3 dernières saisons, alors je ne parle pas des saisons de formation avec Hugo, mais les 2 ou 3 dernières saisons qu'on a passées avec Hugo, même si à la fin de la saison, on peut dire que la saison a été réussie, il y a eu des périodes, voire des périodes longues, hein. Quand je dis des périodes longues, c'est plusieurs mois, où il n'y avait pas de résultats, où les comportements n'étaient pas bons, le niveau de jeu n'était pas bon, etc. Et là où on sent que le projet est fort, c'est que quelles que soient les circonstances, l'équipe, que ce soit l'entraîneur, les parents, etc., on a gardé le cap. Et en gardant le cap, tout le monde se sent stabilisé. Et le joueur en premier, parce que c'est le joueur le plus important en fait. Hein. Le joueur se sent stabilisé. Et là, on continue sur la voie. On croit dans ce qu'on fait parce qu'on le fait sérieusement et on met tous les éléments en place pour y arriver. Et au bout du compte, on a de grandes chances d'y arriver. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein, ce serait trop facile. Hein, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne voie de se dire, voilà, on fixe le cap et puis on avance comme ça, quels que soient les résultats. Et on fait des bilans, parce qu'il faut en faire de toute façon des bilans. Mais on ne peut pas faire de bilan au bout de périodes trop courtes. On peut faire des bilans sur des périodes un peu plus longues. Ok, merci pour la réponse. Ok, donc ensuite on enchaîne. Olivier, tu prends la parole ou on a déjà répondu à des choses que tu avais en tête? Alors, je voulais d'abord rebondir sur l'autonomie du joueur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil pour faire revenir nos jeunes joueurs dans les clubs, c'est la compétition libre. Et pour l'avoir testé, moi dans mon club, j'y suis 7 sur 7. Et je demande à mes jeunes joueurs de venir faire de la compétition libre le week-end. Et ça a créé une effervescence. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant dans mon club qui viennent jouer le week-end. Et je pense que vraiment, on doit lutter contre les jeux vidéo, on doit lutter contre plein de choses. Parce que vraiment, cet outil-là, il faut vraiment le mettre en pratique dans les clubs. La compétition libre, ça peut faire revenir nos joueurs dans les clubs, nos jeunes joueurs dans les clubs. Sur le rôle des parents, sur le trio coach, parents, enfants, le rôle le plus difficile pour moi, c'est les parents. Et les parents, ils ont un rôle très, très dur. Et je pense qu'en formation de DE, on ne nous parle jamais de comment gérer ça, comment gérer. Moi, le mot éduquer ne me plaît pas. C'est comment former les parents à toute cette gestion d'émotions qu'eux vont avoir à faire. Elle est encore plus difficile pour moi, cette gestion d'émotions, que pour leurs enfants. Voilà. Et voilà, la solution. En plus, les émotions des parents rejaillissent sur les Exactement. émotions des enfants. Donc, quand on arrive à gérer les émotions des parents, on a déjà moins de problèmes avec les enfants. Surtout que les parents, c'est déjà bien ancré en eux. Tu vois, un enfant qui débute dans sa vie tout court, même pas, on ne parle pas de tennis, on parle de sa vie en général. Il a moins de barrières qui sont ancrées en lui. Alors qu'un parent, il a eu des échecs, il a eu des réussites, mais à chaque échec, il y a des barrières qui se font. Et du coup, quand tu viens lui parler, il y a des trucs qui rejaillissent. Si le petit est confronté, il se revoit. Tu vois, donc à chaque fois, il va avoir plus il va être vieux, le parent, plus ça va être compliqué parce qu'il va avoir plus d'expérience, donc du coup plus de choses positives ou négatives, mais bon, souvent négatives.
En tout cas, les gens gardent ça en tête, alors que normalement, il faudrait garder que le positif. Et là, du coup, ça attirerait encore le positif, mais c'est pas grave. Et du coup, je pense que oui, évidemment, cette partie formation. Mais quand tu parles d'éducation, enfin, pour moi, c'est vraiment de l'éducation enfants, parents, hein, mais éduquer au sens mais très très large. C'est tout le monde, hein, tout le monde. On les réunit, on fait tout ensemble. Mais ça part de, on dépasse le cadre du tennis là. C'est, Exactement. on devrait, c'est comme si tu devais former les parents chez eux. Tu vois, on ne fait pas former les parents, mais tu vois, c'est la sensibilité que chacun a et comment il voit un peu l'éducation de ses enfants. Mais c'est tellement général là. Mais par contre, nous, en fait, on subit en tant qu'enseignant, mais les autres sports, c'est pareil. On subit en tant qu'éducateur et en tant qu'enseignant la société qui, elle, évolue, tu vois, et qui se ferme là-dedans, tu vois. Et c'est dommageable. Voilà. Mais il faut maintenant qu'on enfin, on en a tous conscience, on travaille avec, mais évidemment, ça serait beaucoup plus simple si c'était comme un peu comme avant, entre guillemets. On a des choses qui sont très positives cette année, enfin, de nos jours, mais avant, il y a certains points qui étaient beaucoup plus agréables, je pense, pour travailler et amener des gens très haut. Mais après, maintenant, tu peux dire aussi que on a beaucoup plus de moyens techniques, beaucoup plus de moyens, je sais pas, numériques pour aider les gens à progresser plus vite aussi, tu vois. L'outil vidéo, par exemple, tu vois, avant, c'était pas utilisé ou très peu, et que là, maintenant, tu arrives plus facilement. Tu captes plus ces enfants parce qu'ils peuvent être filmés, ils peuvent le partager sur les réseaux. Eux, ils pensent que c'est un jeu, mais au final, c'est pas grave. Ils progresseraient à travers ça. J'ai beaucoup parlé là. Ouf. Bon, je peux dire encore quelque chose? Ouais, vas-y. Juste, il y a un petit lexique de la Fédé sur le rôle des parents quand ils ont un joueur en compétition qui est super bien fait Hmm. et qui est humoristique. Je ne sais pas si vous le connaissez, sous forme de bande dessinée. Et c'est génial à préparer. Par exemple, en réunion, c'est génial à préparer à montrer aux parents et envoyer ça en PDF. C'est génial. Ok. Et vous pouvez le trouver un peu partout. C'est le rôle des parents en compétition. Quand on a un enfant en compétition, il est génial. Je le partagerai. Je le partagerai. Je vais le récupérer. Je le partagerai sur le Je Facebook du. l'enverrai en cas, Anthony. Tu m'enverras, hein? Ouais. Ok. Ouais. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Euh, c'est bon, du coup, pour toi, Olivier? Ouais. Ok. Nolan, tu as levé la main. C'est Oui, parti. bon, désolé pour mon retard déjà. Je vais juste rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, les parents, ils ont une place qui est vraiment hyper importante dans l'évolution du joueur. Moi, j'ai déjà travaillé avec un joueur qui était plus du tout suivi par ses parents, et que ce soit financièrement, que ce soit en termes de soutien et en termes d'équilibre, c'était vraiment compliqué. Pourtant, c'était un joueur qui était numéroté. Il ne faut pas oublier aussi que dans 95% des cas, c'est les parents qui financent les saisons sportives. Donc, ça veut dire qu'à un moment, s'ils n'ont pas une part hyper importante dans l'équipe, ils ont l'impression d'investir de l'argent ils ne savent pas où ils l'investissent réellement. Donc après, si c'est des gens qui ont des moyens, ça pose moins de problèmes. Mais si c'est des gens qui sont quand même à budget assez réduit, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne ça aussi en compte. Et je pense que si les parents ils sont vraiment dans le projet et qu'ils savent où on va, qu'en début d'année, on fait une réunion avec des objectifs à court, moyen, long terme, qu'on essaye de montrer aux parents qu'on est un peu dans les temps de ce qu'on avait prévu, ou si on est en retard, qu'on essaye de rattraper un peu ce retard par rapport à ce qu'on avait prévu de base, et qu'il y a il y a un réel suivi, et que le plan de base il est suivi, et qu'on va pas n'importe où. Je pense déjà que probablement on arrive quand même à faire en sorte d'avoir une relation qui est déjà sur des bases assez sereines. Et si on se base un peu sur le haut niveau français aujourd'hui, il y a quand même énormément de parents qui sont encore, qui ont un peu tout plaqué pour être avec leurs enfants, surtout chez les filles. Chez les filles en France, on a plus de 80% des filles qui sont dans le top 200 qui sont entraînées par leurs parents, ou il y a leurs parents dans leur team. Mais je pense que ça devient réellement important. Comme le disait Brigitte tout à l'heure, je ne pense pas que c'était le cas à son époque, même pas du tout. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment un joueur peut réussir si vraiment il n'a pas le soutien de ses parents derrière, parce que c'est trop important. Alors même s'il est suivi par la Fédé, même si… Moi, je pense que c'est vraiment une condition qui est primordiale pour pouvoir réussir. Ouais, on est d'accord. Et
Par rapport à ça, Voilà. Si tu veux tout à fait juste. Tout le monde, vous avez tous raison, que les parents sont vraiment un facteur très, très important dans la carrière d'un joueur ou d'une joueuse, plus chez une joueuse que chez un joueur. Je répète. Par contre, je pense qu'on a perdu aussi cette notion d'éducation des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'à notre époque, si jamais, je vais prendre mon exemple, je faisais une connerie à l'entraînement et que mon entraîneur me punissait ou me mettait en dehors du cours, je rentrais à la maison et je recevais une deuxième punition, voire une raclée. Et donc, la fois d'après, je ne la refaisais pas la même connerie. Donc, j'avais cette peur et surtout cette éducation de respecter mon entraîneur. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ce sont les enfants qui sont devenus les patrons à la maison. C'est comme à l'école. Hein. L'école, c'est pareil. La maîtresse d'école, elle ne peut plus rien dire à un enfant. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est un gros problème pour nous, en tant qu'enseignants en tout cas. C'est que, voilà, on n'a plus du tout de mainmise sur le joueur. Et ça, c'est un gros problème. Si on dit à un joueur ou qu'on le punit ou qu'on le réprimande, on a à la limite les parents sur le dos qui viennent se plaindre en disant oui, mais moi je paye pour mon fils, je paye pour qu'il soit sur le banc. Donc ça veut dire que la fois d'après, quand le joueur va revenir, il va nous rire au nez. C'est vraiment c'est un gros problème à notre époque, je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de nouveau par rapport aux parents, je pense qu'ils ont beaucoup un problème de confiance en l'entraîneur, en coach, à cause qu'il y a eu beaucoup trop d'abus. C'est-à-dire que d'abord, soyons sûrs que tous les entraîneurs et tous les coachs qui travaillent avec des jeunes et avec des joueurs de haut niveau sont passionnés, sont motivés et donnent 200% de ce qu'ils peuvent faire pour le joueur. Il y a tellement eu d'abus dans le sens où j'ai déjà vu des coachs à l'étranger avec des joueurs qui passent leur temps à rien faire et laisser les joueurs et joueuses courir dans le club, voire s'entraîner seuls sur le terrain, qu'à partir d'un moment, les parents ont peur de les laisser partir ou de les laisser aller seuls à l'entraînement ou de ne pas être derrière pour contrôler, pour surveiller ce qui se passe. Donc, je pense que le problème, il est là-bas aussi, dans la formation, dans la motivation, la passion des entraîneurs-coachs. Il n'y a plus assez d'entraîneurs qui font ça par passion, mais qui font plutôt ça par intérêt. Pour la plupart d'entre eux, pour se mettre en valeur eux-mêmes, pour qu'ils essayent à travers le joueur de se mettre en valeur, de tirer le trophée vers eux, alors que voilà, nous sommes là au service du joueur. Donc il y a quand même, le problème est complexe, il est beaucoup plus loin que ça. Donc c'est vrai qu'il faut, comme Olivier le disait, on n'est pas là pour former, mais surtout pour guider les parents à leur apprendre comment se comporter par rapport à leur enfant pendant la compétition, avant la compétition, après à la maison. Donc c'est vraiment un énorme travail qu'il faut faire sur tout ça, mais je pense que le problème est beaucoup plus loin que ça. Aussi, quand on parle, oui, mais les parents deviennent un peu fous dès que le jeune joue à un niveau un peu correct. Ok, mais pourquoi est-ce que le parent devient un peu fou? Moi, je reviendrai quand même à ce que j'ai dit au début du débat. C'est le problème, il est surtout lié aux demandes de résultats. Et là, on a un problème parce que les parents deviennent fous. Ah, mais le joueur qui joue avec mon fils à l'entraînement, il vient de battre un mec qui est 15 et le mien pas encore. Donc, il faut qu'il s'entraîne plus. Il faut qu'on mette plus de... Non, là, il faut qu'on arrête avec cette notion de résultat trop tôt. Et c'est ça qui tue, je pense, l'esprit de jeu, l'esprit d'apprentissage et qui rend fou les parents et les joueurs. Donc, les joueurs, je pense que le problème n'est pas... Et ça, c'est difficile pour tous les coachs, je veux dire, ceux qui s'occupent du travail mental de joueurs, c'est qu'on est toujours occupé à travailler sur le joueur, mais le problème, il vient quasiment jamais du joueur, mais de l'entourage. Et c'est là qu'on a du mal, parce nous, on est en contact avec le joueur et souvent pas en contact avec le réel problème. Donc voilà. Chez les parents, il n'y a pas beaucoup de culture du sport. Non. Donc, il y a très peu de parents qui ont une notion de l'investissement, de la persévérance, du chemin à parcourir pour avoir le résultat et des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, ça aussi, ça fait partie aussi de l'éducation du parent, parce que un parent qui n'a jamais fait de sport, pour lui, on parle chinois. Hein, ouais. On parle pas la même langue, donc tout ça, à un moment donné, ça plus ça, c'est compliqué, quoi, hein.
Tout à fait. Après, ça reste, Je pense que ce que ça reste Nolan du a dit est très important. Pardon, Nolan, vas-y, excuse-moi. Oui, oui, je disais que ça reste du coaching. Donc, en fait, on coach notre joueur, mais derrière, le fait d'essayer de faire comprendre aux parents où on va et de les intégrer, c'est aussi du coaching. On se rapproche même du coaching personnel parce que du coup, bah, concrètement, c'est du coaching de vie qu'on fait avec les parents. Pour moi, un parent qui n'est pas rassuré à 100% et qui ferme pas les yeux, qui pourrait me laisser son enfant, qui pourrait pas me laisser son enfant en fermant les yeux, je sais que c'est voué à l'échec si ça continue comme ça. Donc en fait, le temps qu'on n'a pas réussi à coacher aussi les parents, parce que moi je dis que c'est du coaching et je pense que c'est réellement le cas, le temps qu'on n'a pas toute cette équipe qui est à 100% derrière nous, le travail, il est compliqué parce qu'ils vont arriver à la maison, les joueurs arrivent à la maison, alors résultat, bof, machin, nanana. Tu es sûr que ton coach, il te fait bien bosser. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on change. Donc, en fait, le discours des parents, bah, il fait que le joueur, tu perds aussi de la confiance du joueur parce que intrinsèquement, bah, il entend un discours qui n'est pas forcément positif, alors que toi, toi, tu sais où tu vas avec ton joueur. Mais si les parents ne savent pas forcément, bah, c'est aussi compliqué. Donc, je pense vraiment que si on n'a pas une base saine à ce niveau-là, et si on n'est pas souvent en communication avec les parents, euh, moi, je pense que le projet, il est déjà fortement compromis de base, quoi. Clément, tu voulais réagir? Je vais te laisser réagir. Et après, je vais poser une question qui m'avait été demandée à 19h30, je crois. Donc, ça fait 1 heure que la question est en attente. Mais Oui, c'est top, ça veut dire qu'on échange. Allez, vas-y, Clément. oui. Alors bonjour à tous. Moi, je voulais juste étayer un peu le propos et m'appuyer surtout sur une thèse donc, qui a été faite là, par ma femme très récemment sur l'influence du comportement des parents sur la motivation des jeunes sportifs de haut niveau. Euh, donc déjà, la difficulté aussi par rapport aux fédérations et au fait de descendre après des propos dans les fédés, dans la formation fédérale, etc., c'est d'avoir accès à des connaissances, donc d'avoir accès à des études qui ont été faites. Et pour que les études elles soient faites, il faut qu'il y ait des sous. Voilà. Et là, par exemple, il va y avoir beaucoup d'études qui vont être sorties dans les différentes fédés grâce au fait qu'on a Paris 2024. Paris 2024 a débloqué beaucoup d'argent pour faire différentes études et ça va arriver dans chaque fédération. Donc ça, tant mieux. Et donc ça se trouve, je m'avance un peu, mais dans 5 à 10 ans, potentiellement, il va y avoir tout un tas de ressources qui vont être utilisées ou pas, mais qui vont sortir là-dessus. Les parents, quand on y pense, c'est quand même ceux qui ont les enfants quasiment tout le temps. Et ce qui avait été montré là, c'est qu'il y avait 3 types de soutien, logistique, financier et émotionnel. Donc, ok, on parle des émotions, etc., mais il y a aussi l'aspect que quoi qu'il arrive, d'un point de vue matériel et tout, les parents, ils organisent leur planning, ils organisent les vacances scolaires, ils organisent parfois les hébergements quand, par exemple, quand avant ils étaient en Pôle France ou quoi et qu'il fallait louer un petit hébergement ou via l'Internet, etc. Bref, il y a un vrai investissement des parents. Donc moi, je pense qu'il y a un transfert et que ce transfert, malgré tout, il doit être pris en compte. Et là où c'est le plus important, et c'est pour ça que je voulais vous le dire, et ça n'avait pas forcément été mis en lumière, je trouve qu'en fait, il y avait aussi la notion de différence de perception. C'est-à-dire qu'en fait, sur les travaux de recherche, ils ont mis en lumière que la perception de l'enfant par rapport au comportement de son père, ce n'était pas forcément la même perception qu'allait avoir l'entraîneur par rapport au comportement du père. Et du coup, ça voudrait dire que ce qui serait bien aussi sur chaque entraînement ou chaque saison, etc., c'est savoir comment l'enfant considère son père par rapport à sa pratique, comment le père considère l'enfant par rapport à sa pratique, etc., et faire évoluer les deux, sachant que le plus malléable, entre guillemets, ça va être l'enfant. Donc aussi être capable de former le joueur dans son environnement, plutôt que de toucher que aux parents aussi, quoi. Avoir ça aussi en tête que voilà, le gamin, après, quand il ne pourra pas payer un suivi de tournoi annuel, et on sait très bien que c'est son père au début ou sa mère qui va l'emmener, que le gamin soit capable d'être performant avec ses parents collés au grillage. Plutôt que d'exclure le père du grillage, parce que de toute façon, toi, quand tu seras parti, le père, il sera collé au grillage, il sera là. Et du coup, ça, c'est une vision complètement différente, mais je pense qu'elle était importante à mettre en lumière. Voilà. Après, il y a haut niveau, très très haut niveau. On va dire accession au haut niveau et jeune, il n'y a pas beaucoup qui peuvent être entraînement avec les entraîneurs où il n'y a pas les parents.
Est-ce que vous voulez réagir à ça? Non, Marc, mais c'est tout à fait juste, moi. Marc ou Nolan? Non, moi, Écoute, je pense que c'est. Vas-y. pardon. Vas-y, Marc. Ouais. C'est pas une obligation quand quand je Ça vous me invite à laisse. parler, c'est pas une obligation, hein, c'est par politesse. Hein. Ouais, Je c'est veux gentil, entendre. Anthony. Ouais. Ça me laisse un petit peu perplexe tout ça parce que quand j'écoute ça, effectivement, j'ai des exemples qui me viennent en tête, hein, avec des joueurs qui ont réussi ou qui réussissent, enfin qui ont réussi, oui, avec des joueurs, avec des parents qui sont collés au grillage ou en tout cas extrêmement présents. D'autres qui ont implosé en plein vol à cause de ça aussi. Ouais, former les joueurs à l'environnement, oui, de toute façon. Maintenant, je me dis aussi, qui sommes-nous, nous entraîneurs, qui finalement passons assez peu de temps avec les enfants, surtout en bas âge, hein, parce que, comme tout le monde l'a dit, on passe peut-être 10% du temps avec nos joueurs et 90% du temps, ils le passent avec leurs parents. Donc, qui sommes-nous pour nous permettre de former ou d'éduquer ou voilà, déjà Pour ça, je partage cette quelle vision. quelle est véritablement la puissance de persuasion ou d'éducation ou je sais pas comment on peut appeler ça, que l'on peut avoir sur les uns et les autres, et puis qui nous dit que finalement ce que l'on dit est la vérité et va pouvoir amener le joueur ou la joueuse vers le haut niveau. Ouais. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est l'unicité de l'individu, ça, tout le monde le sait. C'est pour ça aussi que quand on dit les parents, les joueurs, les jeunes, les ceci, le cela, bon, ça fait des généralités. Et en théorie, si on était très proche des mots, on ne pourrait pas trop se permettre, même si on peut tout se permettre, mais entre guillemets, de dire ça. Parce que d'un parent à un autre, c'est une situation différente. Mais oui, je te rejoins là-dessus, sur ces notions de valeur éducative, des 90%, des 10%, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils sont à prendre totalement en compte et qu'on ne peut pas entre guillemets, pas faire comme s'ils n'existaient pas, mais presque, quoi. Ça serait se mentir. Et en cas de défaite ou autre, de rejeter la faute aussi sur les parents, ça serait trop facile pour moi. Et on conclut sur ce truc-là. Je veux traiter une dernière question. C'est Benoît. Ouais, salut à tous. Benoît, tu vas nous la donner. Pierre, j'ai vu que tu avais levé la main, je suis désolé. Et Ouais. de toute façon, on est voué à faire des lives au niveau tous les mois, hein, ça c'est sûr. Mais Benoît, partage-nous ta question qui traîne depuis le début. J'ai vraiment envie que tout le monde puisse participer, ou en tout cas ceux qui ont initié des questions puissent avoir les réponses au moins ce soir. Et il reste 30 minutes jusqu'à 21h, mais si on décale, on décale. Mais au moins que tu aies pu poser ta question. Ouais, mais de toute façon, j'aurais patienté. Je l'aurais peut-être posé un autre jour. Marc, David, aujourd'hui, je pense que la situation actuelle vous a coupé l'herbe sous le pied dans la programmation que vous aviez, que ce soit avec Hugo ou avec vos joueurs ou vos joueuses. Et aujourd'hui, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous saisissez ça comme une opportunité? Et comment vous allez faire pour qu'ils ressortent à minima aussi performants que la concurrence à la reprise? Alors, ce que l'on fait avec Hugo actuellement, alors est-ce que c'est une opportunité? Je n'irai pas jusque-là quand même, hein. C'est pas vraiment une opportunité. Ouais, c'était une question. Hein. On subit un petit peu les événements. Ça peut être une opportunité si ça se limite sur un temps un peu plus réduit, 15 jours, 3 semaines. On peut se dire, tiens, pourquoi pas, on va récupérer, on va travailler d'autres choses. Bon, bref, là, ce n'est pas le cas. Donc, on subit un petit peu la situation. Ensuite, deuxième chose, c'est que je n'ai pas l'impression que durant cette période-là, sur le plan sportif pur et sur le plan tennistique pur, il progresse. Alors, il va certainement progresser dans d'autres domaines, hein, sur le plan de la maturité personnelle, s'enrichir en tout cas, se nourrir un petit peu de cette situation particulière pour se rendre compte peut-être que finalement la vie d'avant, hein, que l'on va, j'espère, retrouver dans les mois qui viennent, etc., c'était quelque chose de fabuleux et qu'il y a des moments où on râle pour telle et telle chose. On aura peut-être une vision un petit peu plus optimiste des choses quand on va ressortir de ça en se rappelant que finalement, on nous l'a enlevé à cause de
en cause d'un virus qui rôdait dans le coin. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on maintient effectivement une activité. Il fait du physique, il fait alors un petit peu de tennis. Attention, il ne joue pas parce qu'on ne peut pas aller dans les clubs, mais bon, il s'est aménagé un petit espace pour pouvoir taper la balle et pour pouvoir garder le contact raquette-balle. Et ensuite, on a essayé de développer également tout un tas d'activités tout autour de ça, puisqu'il a du temps, pour essayer alors soit de le faire progresser, soit de le sensibiliser à des choses auxquelles il n'était pas forcément sensible. À savoir que lui, dans sa carrière pro, il a besoin, par exemple, de savoir parler de mieux en mieux anglais pour différentes raisons, pour communiquer. Alors pour communiquer avec son partenaire, son adversaire, son arbitre, le juge arbitre, les journalistes, etc., etc. Donc il continue, tu vois, il a mis en place donc une formation d'anglais. Ensuite, il travaille avec une préparatrice mentale également. Donc, il a régulièrement au téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il fait des analyses vidéo de ses propres matchs. Il a la capacité d'aller rechercher sur Internet, sur le site de l'ATP, les matchs qu'il a joués les mois précédents. Et donc, il prend le temps, ce qu'il ne prenait pas. En tout cas, il prend le temps de regarder l'ensemble de ses matchs pour analyser effectivement ce qu'il faisait durant les matchs. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on fait les débriefings ensemble de ces matchs, donc c'est lui qui les fait, puisque c'est lui qui les a observés. Bon, même si moi, j'y ai assisté et que je les ai vus, en tout cas, c'est lui qui fait le débriefing. Il y a un débriefing qui est extrêmement intéressant et des prises de conscience qui sont faites. Alors que quand il était sur le terrain et quand il sortait du cours, et même le lendemain, quand c'était à froid, il n'avait pas cette même perception. Le fait de regarder et de voir les choses, il se rend compte d'éléments qu'il n'avait pas forcément perçus quand il était sur le terrain. Et pas forcément cru non plus quand moi, je lui envoyais ces informations. Et il y avait un décalage entre ce que lui vivait et les observations les observations que moi, je pouvais faire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se met finalement, on arrive à se mettre au même niveau par rapport à ça. Donc derrière, on peut imaginer que quand il va reprendre le tennis, il aura ça un petit peu en tête et donc il va pouvoir réajuster les choses. Donc en fait, bon, et j'en oublie 2-3 petites choses. En fait, l'idée, c'est de travailler sur des petites choses un petit peu sur lesquelles il n'avait pas forcément l'habitude de travailler, soit l'habitude, soit prise de temps, ou soit pas forcément conscience. Bon, ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est son activité hebdomadaire. Et à travers ça, on travaille l'autonomie. Là, j'en reviens tout à l'heure à la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on lui a posé tout un tas d'éléments et c'est à lui à les dispatcher dans la semaine. Donc, il nous envoie son programme hebdomadaire. D'ailleurs, là, pendant qu'on discutait, il m'a envoyé son programme de semaine. Et donc, je sais exactement demain matin ce qu'il va faire à telle heure, à telle heure, à telle heure. Là, c'est lui qui s'est établi son programme. Donc, en termes d'autonomie, voilà, par exemple, un élément qui lui permet également de progresser parce que d'habitude, effectivement, ce travail-là, c'est moi qui le fais. C'est-à-dire, c'est moi qui lui programme les semaines, je lui envoie sa semaine et donc ensuite, il la suit. Et voilà. Ça, c'est une chose. Et également, alors par rapport au retour, alors là, très, très honnêtement, par rapport au retour, on ne se fait pas trop de soucis parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on va être déconfiné, on va avoir un temps extrêmement long avant la reprise de la compétition. Donc, on ne se stresse pas, on ne se fait pas des nœuds au cerveau et on se dit que de toute façon, quand on va pouvoir revenir sur un cours de tennis, entre le moment où on va pouvoir revenir et le moment où on pourra repartir en tournoi, il va se passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on aura largement le temps de s'entraîner et d'arriver le mieux possible en compétition. Merci Marc. De notre côté, Benoît, merci pour ta question. De notre côté, c'est vrai que allez, je m'occupe principalement de mon fils pour le moment. Donc lui, comme il est beaucoup plus jeune et pas au même niveau que le joueur de Marc, on a peut-être une approche différente. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une opportunité pour personne ce qui nous arrive. Mais par contre, voilà, pour un joueur comme mon fils qui n'a que 15 ans, entre guillemets, c'est vrai que c'est pour nous peut-être quand même une opportunité pour travailler ces lacunes, surtout physiques. On peut dire, bah, tiens, c'est le moment de faire une pré-saison qui va être plus longue qu'une vraie pré-saison qu'on a déjà fait cette année. Donc, on en profite là pour travailler sur tous ces points faibles au niveau physique. On a quand même la chance, nous, d'avoir un terrain privé quelque part chez une connaissance où on peut quand même se rendre 3 fois par semaine. Donc, on continue quand même à taper la balle. Donc, par rapport à certains joueurs, on a énormément de chance, en tout cas en Belgique et en France, à mon avis. Donc, je sais par rapport
ça qu'à l'étranger, que ce soit en Russie, en Chypre, en Grèce, il y a pas mal de joueurs qui continuent à pouvoir s'entraîner. Donc voilà, donc là, nous, on peut quand même continuer à travailler et on le fait dans un esprit surtout de travailler sur les points faibles pour essayer de se renforcer au moment où on va de nouveau pouvoir être libre de repartir en compétition, d'avoir tout mis en place et de profiter des premiers matchs pour mettre ça en place en match, puisque c'est complètement différent un entraînement ou un match. Ça, je ne vous apprends pas. Donc voilà un peu notre situation actuelle par rapport à ça. Par contre, c'est très intéressant ce que tu as dit, Marc, réussir à donner de l'autonomie aux joueurs. C'est une bonne chose que je vais mettre en place, de lui demander à lui de faire son programme hebdomadaire à la place de toujours faire ça pour lui. Donc ça, je pense que c'est top, c'est super. Voilà un peu notre situation à nous ici. Par rapport au retour à la compétition, je pensais justement à ça cette semaine. Je pense qu'on va devoir prendre pas mal de facteurs en compte. C'est-à-dire que comme nous, on a la chance quand même de pouvoir taper dans la balle. C'est très facile pour toi de dire ça. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ne vont pas du tout avoir la possibilité de jouer. Ça veut dire qu'à un moment donné où on va être un peu déconfiné, entre guillemets, ou en partie, il y a beaucoup de joueurs qui vont s'entraîner énormément, qui vont vraiment repartir dans des grosses quantités d'entraînement pour un peu, entre guillemets, rattraper le temps perdu. Donc, à nous de pouvoir gérer, c'est peut-être ce facteur chance et d'arriver en compétition peut-être plus frais qu'au début, parce qu'il y en a qui vont peut-être arriver un peu grillés après avoir beaucoup fait d'entraînement, alors que voilà, nous, on aura peut-être pris un peu d'avance et essayer d'arriver frais en compétition au début, en tout cas. Merci, J'ai David. une question pour Marc. Est-ce qu'on a… Pardon, excuse-moi. Non, tu peux y aller, Olivier. C'est bon, je crois que Benoît, c'est bon. Une Hein. question Oui, pour Marc. merci. Est-ce qu'il est possible que, comme l'a dit Gaudio, qui est le représentant des joueurs, je crois, si je ne me trompe pas, à l'ATP, quand on redémarre, que l'ATP redémarre en 2021? Ouais, Olivier, écoute, le représentant de l'ATP, c'est Gaudenzi. Ouais, voilà, Gaudenzi, pardon. Ouais, l'italien. Écoute, alors, ce que je vais te dire, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à mon avis, 2020, c'est terminé. D'accord. Ouais. Je ne vois pas comment on pourrait démarrer. Je suis du même avis. 2020 est terminé. Sur les circuits internationaux, hein, que ce soit ITF ou que ce soit ATP, WTA. Et ITF à tous les niveaux, hein, que ce soit ITF les futurs ou même chez les juniors, je vois pas comment ça peut redémarrer. Tant que ce problème sanitaire ne sera pas résolu sur le plan mondial, on ne pourra pas redémarrer. Non. Moi, si je peux juste ajouter quelque chose à ça, j'ai eu un membre du board de l'ITF, qui est Dirk Ordoff, qui est aussi président de la fédération allemande. Et en fait, il y a une clause qui stipule que chaque participant doit avoir la même chance de participer à un tournoi international. Donc, ça veut dire que le temps qu'il restera des pays qui sont confinés, cette clause, elle ne sera pas respectée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça pose déjà problème dans un premier temps sur le terme moral, parce que c'est une des clauses, une des premières clauses qui a été dans le règlement de l'ITF. Et ensuite, je vois mal comment ça peut reprendre avant la fin de 2020, parce que simplement, moi, je pense qu'il va falloir essayer de limiter un maximum. Autant je pense que les tournois nationaux, ils vont reprendre. Je pense qu'on aura des CNGT en France. Je pense qu'on aura des tournois FFT. Par contre, à l'international, je trouve que le risque il sera encore trop élevé. Et à mon avis, la saison, elle est terminée. Parce que déjà, là, je crois que c'est quoi la date officielle actuellement? C'est mi-août, non? Juillet. Mi-juillet. Donc déjà, on est sur du mi-juillet. Donc ça montre que déjà, les mesures, elles ont été prises pour déjà un écart de temps assez important, parce que juillet, c'est quand même pas tout de suite ici. Et je pense que pour la suite de la saison, moi, je pense que c'est terminé aussi. Hein. Je pense que on sera de retour pour la WTA sur la saison australienne en 2021. Merci. Ok. Et de toute façon, moi je voulais revenir sur ce que tu disais, Nolan. De toute façon, si tu respectes cette clause-là,
vu que les pays, on les voit tous arriver au compte-gouttes en décalé. Tu vois, là, nous, on est arrivé un petit peu après l'Italie. Tu vois, tout est en décalé. Les États-Unis commencent à peine à commencer à subir tout ça. Mais on va jamais pouvoir être tous en même temps sortis. Si, à un moment donné, oui, mais pas dans les mois à venir, tu vois. Alors, je pense simplement qu'ils vont un peu réaménager cette clause, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les membres du board de l'ITF, de ce que j'ai compris grâce à mon appel téléphonique. Et concrètement, c'est vrai que ça pourrait créer des tensions sur le circuit et c'est ce qu'ils veulent vraiment éviter. Et du coup, c'est pour ça que déjà, d'un point de vue pratique, ça ne va pas être facile de remettre tout le monde sur piste rapidement, mais d'un point de vue moral, ça l'est encore moins, du coup, à cause de cette clause. Moi, je pense aussi. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Il nous reste 13 minutes. Vous posez... Ah, mais peut-être Pierre, si tu veux poser ta question. Tout à l'heure. Tu ne m'entends pas ou quoi? Pierre, tu m'entends ou pas? Pardon, ça a coupé. Est-ce que tu veux, non, vu qu'on a un peu de temps, est-ce que tu veux poser ta question? Non, parce que c'était revenir sur le sujet qu'on a eu. Non, pas forcément. C'était On a intéressant. assez parlé des parents là, c'est bon. Oui, ça va. Non, oui, je ne sais pas pourquoi on s'est enfermé là-dedans. Et puis, non, après, je suis sûr, il y a plein de trucs à dire, c'est normal. Hein, c'est normal. de discussion, On a quand même pas mal abordé. Et je trouve que cette question de Benoît était top parce que du coup, ça nous recentre vraiment, vraiment au niveau et à l'instant T. Quoi. Où c'est qu'on en est, comment ça se passe. Très, très bien. Très, très bien. On peut rester là-dessus aussi. Mais non, je n'ai pas de questions particulières. C'est bon, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ouais. Vas-y, parle trop, hein. Vas-y. Alors, j'ai une autre question. Donc, le passage en force du président de la Fédération française de tennis pour imposer Roland-Garros va tomber à l'eau. Et donc, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir des très mauvaises retombées financières pour le tennis français? Parce que Roland-Garros représente, je crois, si je ne m'abuse, 80% des recettes de la Fédération française de tennis. Et quid du plan mis en place par Botticelli de 37 millions d'euros pour la suite? Voilà. Non, moi, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, ce que j'ai vu sur Wimbledon, c'est avec l'assurance qu'ils ont. Ouais. Ils ont bien touché. Donc, je suppose que la Fédération française va avoir une bonne assurance aussi derrière. Hein. Non, on ne l'a pas pour la pandémie. D'accord. C'est la merde. Alors. On l'a quand il pleut, mais on ne l'a pas quand on a le Covid-19. Donc, non, forcément que ça va impacter. Alors après, je ne sais pas quelles sont les réserves de la Fédération française de tennis. En même temps, ça tombe mal parce que bon, ils ont eu un gros budget de financement aussi sur la transformation de Roland-Garros. Donc ça, plus ça, fait que forcément, les lignes budgétaires ne sont pas forcément au vert. Donc forcément, ça va impacter. Mais comme tout le monde économique va être impacté. Bon, Wimbledon, c'est toujours un cas à part. Les Anglais, c'est toujours des cas à part, de toute façon. Donc eux, ils s'en sortent bien au niveau financier. Mais bon, Wimbledon ne finance pas le tennis anglais. Alors que Roland-Garros, une grande part des recettes de Roland-Garros finance le tennis français. Donc c'est quand même, qu'on soit d'accord avec Gudici ou pas, le problème c'est que c'est Roland-Garros. Non, mais il a essayé de sauver les meubles. Il y a même, pour moi, alors bon, loin de partager toutes ces idées, mais moi je pense qu'il a essayé de sauver les meubles. Bien sûr. Et que malheureusement, il l'a fait hyper maladroitement et que c'est vraiment mal passé à l'international. C'est vraiment très très mal passé. Mais moi je pense que concrètement, il a compris les enjeux qu'il y avait à mettre Roland, à le décaler. Donc en fait, pour moi, il l'a décalé pour rien parce que ça ne se jouera pas. Malheureusement, ça n'a pas embelli l'image de la Fédé. Mais je pense que malgré le fait qu'il ait réagi assez vite, c'était presque impératif d'essayer de sauver Roland
Oui, et puis malheureusement, je pense on voit qu'on bien va que le faire. derrière, tout le monde s'est insurgé et derrière, Ouais. bon, l'ITF, l'ATP, etc., a dit bon, ben, si on peut sauver un tournoi du Grand Chelem dans l'année, pourquoi pas. Donc voilà. Donc maintenant, c'est vrai que faire circuler tous les joueurs du monde entier pour venir sur Roland-Garros au mois de septembre, octobre, bon, ça paraît compliqué. Mais on sent bien que dans le tennis aujourd'hui, personne ne sait comment gérer tout ça. Tout est compliqué. Donc finalement, il est C'est pas passé la en date de force. fin. Donc, Il est passé en force et puis finalement, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas, si Roland-Garros peut avoir lieu en septembre, c'est pas plus mal. Mais bon, moi, je suis d'accord avec vous, ça ne se fera pas. Parce que pour X autres raisons. Mais bon, voilà, chacun a joué sa carte. Bon, on connaît Vulicelli, mais bon, c'est vrai que bon, le tennis français va forcément souffrir un peu du manque du budget, mais comme on ne sait pas où va l'argent, Plus tard. non, puis on ne sera pas les seuls à façon, souffrir. Le temps qu'il n'y a pas un déséquilibre entre toutes les fédérations sportives, tu vois, si par exemple, c'est ce que je disais, si on n'avait pas eu de Roland cette année, mais que le foot avait continué et que le PSG était champion, bon, ça aurait été compliqué quand même, mais si le PSG est champion cette année, je peux te dire que là, il y a une concurrence un peu déloyale qui se fait à l'international. Et c'est vrai que pour moi, on aurait pu potentiellement perdre pas mal d'enfants cette année. mais non, les enfants, ils ne regardent plus la télé. Ouais, non, mais quand Donc, même, de par les résultats, non, mais je pense que là, pour le coup, tout est arrêté. non, mais non, tout est arrêté là, donc on voit bien que. On va pas non plus en souffrir. Je pense qu'on en De toute souffrira façon, moins que s'il n'y avait que le tennis. si on doit avoir une concurrence en France au mois de septembre, c'est qu'on va avoir la concurrence du Tour de France en même temps que Roland-Garros. Ouais. Parce que Je ne pense pas pour autant que je me mettrai au vélo. Hein. le Tour de France en juin, et c'est pas pour ça que tu vas te mettre au vélo. Donc, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, Marc, de ça et après, comme ça, je peux te donner le mot de la fin. Sur quoi? Ben, Sur le les dates qui ont été sur le vélo, ouais. Ouais, sur le vélo. Ton favori pour le Tour de France. Sur quoi? Sur les dates qui ont été décalées? Sur quoi? Ouais. Oh, ben écoute, je trouve que quand il a pris cette décision, je fais aucune. Il n'y a rien de politique dans ce que je dis parce que bon, peu importe. Mais je me dis que pour une fois, les Français se sont imposés et que d'habitude, on se fait toujours un petit peu avoir par d'autres fédérations qui ne demandent pas forcément l'avis des uns et des autres. On se rend bien compte que le terme de solidarité au niveau de l'ATP, c'est un vain mot et qu'il n'y a aucune solidarité, que chacun tire dans son coin. Quand on voit ce qui s'est passé avec la Coupe Davis, quand on voit ce qui se passe avec la Lever Cup, quand on voit ce qui se passe avec, je ne sais même plus comment s'appelle cette compétition qui a été organisée par équipe là, juste avant l'Australian Open. Enfin bon, la TP Cup. La TP Cup. Donc voilà, on voit qu'il y a des compétitions qui se créent dans tous les sens, un petit peu n'importe où. On ne sait plus où en est. En dehors des grands chelems maintenant, j'ai l'impression que les points de repère sont de plus en plus flous. Donc effectivement, il y avait urgence à essayer en tout cas de sauver Roland-Garros pour la saison 2020, qui a une importance évidemment capitale et fondamentale pour l'ensemble des acteurs de la fédération. Il a tenté le coup. Il est passé en force, certes. Je me dis aussi que c'est vrai que la fédération a eu des discours assez rugueux par rapport à cette décision, qui a été prise certainement de façon un peu unilatérale. Mais quand ce sont les Américains ou les Anglais qui prennent ce type de décision, on dit qu'ils sont ambitieux, qu'ils sont courageux, etc. Mais nous, on dit qu'on est orgueilleux, suffisant, etc. Bon, bref. Donc, je me dis que la décision était bonne. Il fallait tenter le truc. Bon, malheureusement, ça risque de pas fonctionner. Mais au bout du compte, je me dis, est-ce que dans l'avenir, la fédération va en pâtir? Non, la fédération française ne va pas en pâtir parce que Roland-Garros, ça fait partie de l'histoire du jeu.
Donc, ces 4 tournois du Grand Chelem, j'ai envie de penser, et je le crois fortement, sont intouchables. Et l'histoire du jeu se crée à travers ces 4 tournois du Grand Chelem. Et Roland Garros en fait partie. Ouais, Donc, on pensait que la Coupe Davis était enfin, pardon de te couper, mais on pensait que la Coupe Davis était intouchable. Pour moi, sincèrement, je pensais que c'était intouchable. Et finalement, on se rend compte que l'argent vient quand même de plus en plus mettre son nez dans le tennis. Et je suis pas si sûr que ça soit si intouchable que ça, malheureusement, parce que pour moi, c'est quelque chose d'historique et ça devrait pas pouvoir être remis en question. Mais concrètement, je sais pas. Moi, j'ai un doute sur le fait que ça soit pas intouchable, que ça soit intouchable. Moi, je pense que si l'un des tournois du Grand Chelem était vraiment en danger dans le terme de l'existence en tant que telle de ce tournoi, je pense qu'il y aurait là pour le coup une espèce de solidarité très forte, parce que s'il y en a un qui est touché, les autres peuvent également être impactés. Donc là, je pense que l'ensemble des 4 tournois du Grand Chelem s'uniraient pour faire face à une éventuelle intrusion de financiers, etc. Et j'ai pas le sentiment que les Grands Chelems soient vraiment en danger. Donc, il y a eu une petite guéguerre là qui est d'ailleurs complètement passée, et tout est rentré dans l'ordre, et que tout ira bien dans l'avenir. Il n'y aura pas de souci, et que de toute façon tous les meilleurs joueurs feront Roland Garros, et il n'y aura pas de représailles par rapport à une décision qui a été prise parce que les meilleurs joueurs jouent après l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas gagné de Grand Chelem, c'est essayer d'en gagner un. Et ceux qui jouent pour l'histoire comme eux, peut s'en gagner un de plus pour inscrire son sort du jeu, il ne va pas s'en priver. Donc, bon voilà, donc ça a été une espèce de mini tempête qui finalement s'est achevée. Bon voilà, mais je trouve que ça valait le coup d'être tenté. Ouais, ça c'est juste mon opinion. Donc le grand gagnant dans tout ça, c'est Federer. Bien sûr. Pardon ? Le grand gagnant dans tout ça, c'est Federer. Ah ouais, il est trop fort, Federer. Mais Roger, il a tout compris. Trop fort, Roger. Roger, quoi qu'il se passe, il est gagnant. Quoi qu'il se passe, il est gagnant. Ce serait pas Roger qui a mis le Covid, là, par hasard? Ouais, peut-être. Hein. Une opération au genou, il dit je balance un virus. Et je me repose. J'ai vu des posts sur Facebook pour que les mecs voulaient, vu qu'on annulait Wimbledon 2020, ils voulaient annuler Wimbledon 2019 aussi. Je ne dis pas que c'était des fans de Federer quand on dit ça. Ouais, Ils ont raison. Bon, et super. Hein, et bien, du coup, on conclut, comme ça, on conclut à l'heure. Pas que je ne veux pas rester longtemps, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir un cadre et qu'on le respecte. Et je vais remercier déjà tout le monde, les 3 intervenants qui sont venus, qui sont restés jusqu'à la fin, et tout le monde qui est aussi resté jusqu'à la fin. Certains nous ont quittés en cours de route, mais je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Et vraiment, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous, encore une fois. On a bien traité des sujets qui étaient, je pense, importants. Et ça sera refait avec plaisir si les intervenants déjà venant peuvent revenir et en mettre de nouveau, tu vois, pour avoir d'autres avis. Super. Super. Merci Anthony pour ce que tu organises. C'est vraiment super de pouvoir échanger. Merci à tous d'être là, mais merci Anthony surtout de pouvoir organiser tout ça. C'est vraiment super. Ouais, et je te dis, on va prendre le rythme parce qu'on y est là. On est parti pour un petit moment. Je sais pas si tu as introduit celui de la semaine prochaine. Ouais, j'en ai parlé au début, ouais. Ouais, j'en ai parlé au début, celui de la semaine prochaine, et après celui dans 15 jours, le mensuel. Ouais. Romain, il n'a pas parlé. Non, même pas. Ouais, c'est bien. Mais quand on va faire celui prépa mental, il va intervenir.